Bonjour à tous, c'est un nouvel épisode de We Have to Go Back, le podcast de Rewatch de Lost. Je suis avec les fidèles survivants et survivantes de cette émission. Je suis avec Sophie. Coucou. Coucou. Tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Tu as vu l'épisode, tu es prête à en parler? Non, j'ai rien vu, je suis pas au courant. De quoi on parle ce soir? De Lost, et c'est le meilleur épisode de la série jusqu'à maintenant. Joker. Joker. On est également avec Faye. Coucou. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est un petit ouais du dimanche soir, mais on va quand même vous parler de cet épisode exceptionnel. Et enfin, on est avec James. Coucou. Salut. Tu vas bien, James? Si je vais très bien. Toujours dans l'eau. Je n'aime pas trop Kate. Si vous suivez en vidéo, vous voyez James, il est la tête dans l'eau là, c'est superbe. Magnifique. Moi, je suis Riley, évidemment, grand fan de Lost. Et c'est moi qui dois présenter cette émission. Donc, autant vous dire qu'elle va être superbe et exceptionnelle. J'ai dit 2 fois exceptionnelle. C'est déjà le 12e épisode du podcast. Et puisqu'on va traiter du 12e épisode de la série, de la saison 1. Et c'est toi qui nous le présente, Faye. Vas-y, dis-nous tout sur cet épisode. Mais oui, je vais vous dire ça sur cet épisode fantastique, épique. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et mouillé, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, oui, c'est vrai. En tout cas, il s'appelle Whatever the Case May Be. En français, l'objet de tous les désirs. Alors, je pense que vous avez compris le jeu de mots dans le titre américain qui fait référence à la fois à une mallette qui va être l'objet de convoitise de cet épisode et en même temps case comme une affaire puisque on va traiter de Kate et donc on essaie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière Kate puisque, rappelez-vous, c'est une petite coquine. Alors, cet épisode... Carrément, c'est une criminelle, hein, carrément. C'est plus qu'une coquine. Oui. Bah, j'essaie d'être un peu gentil pour pas effrayer. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais effectivement, c'est un peu le Lorenzo Lamas de cette série. Ah. Voilà, pour résumer. Donc cet épisode, il a été scénarisé par Jennifer Johnson, qui a écrit 23 épisodes de Lost. Elle a aussi travaillé... Ah ouais, pas mal, hein. Elle a aussi travaillé sur des séries comme Cold Case, Alcatraz ou encore Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, une série où dedans il y a un personnage qui s'appelle Faye, ce n'est pas un hasard. Vous allez voir, tout est lié ce soir, il y a beaucoup de références à nous. Je n'en dis pas plus. Au niveau de la réalisation, c'est Jack Bender. Donc lui, on a déjà parlé plein de fois. C'est vraiment un réalisateur vétéran de la télé qui a fait moult séries. Donc on va pas vous le représenter, hein. Je vous invite bien sûr à aller écouter les épisodes précédents. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode, en termes d'audience, il a fait plus de 21 millions d'audience, 21,59 pour être précis. Donc, c'est pas mal, je pense. C'est dans la moyenne de la série, en tout cas. Et est-ce que j'ai autre chose à vous rajouter pour cette fiche d'épisode? Damon Lindelof est crédité. Ah oui, Damon Lindelof, en effet, il est co-crédité aussi, oui, pour le scénario. En effet, j'allais l'oublier. C'est le boss, le patron. Il est là avec nous. Parce que souvent, sur la première saison, Jennifer Johnson, c'est une, entre guillemets, débutante sur Lost. Et du coup, il y a souvent des duos de scénaristes comme ça. Ouais, pour s'entraider. Oui, je pense. Et donc, c'est pas anodin, parce que... Voilà, c'est ça, sur Kate. Ouais. Et c'est pas anodin que ce soit Lindelof qui écrive cet épisode, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre Kate et Sawyer. Et Lindelof avait déjà écrit l'épisode sur Sawyer il y a quelques temps. Et je trouve que ça ressemble beaucoup dans le déroulé de l'épisode. On va le voir tout de suite. Tu as raison, de les mettre en parallèle. Je pense qu'il a voulu faire un peu pareil, parce qu'on va le voir. Donc c'est le milieu de la saison 1, là, c'est des saisons, on le rappelle, de 24 épisodes, voire 25 sur cette première saison. Donc c'est les années 2000. Hein. Et du coup, des fois, il faut temporiser. Donc faut que les personnages ils se calment un petit peu. L'histoire a ralenti un peu. C'est exactement un épisode comme ça, celui-là. Donc il faut aussi de raconter autre chose. Et on va le voir comment ils vont faire. C'est pas toujours heureux. Et des fois, ça ouvre des pistes qui sont plus exploitées par la suite. Ouais. Voilà. Mais en termes de miroir, je trouve qu'on a le côté duplicité des personnages, comme on avait sur Sawyer, où on avait le Sawyer sur l'île qui allait pas très bien et le Sawyer manipulateur en dehors de l'île. Et tout l'épisode va nous montrer 2 facettes de Kate. Et il y a aussi, vous allez voir, une thématique de déni, je trouve importante.
Tout à fait, ouais. Et carrément, il y a aussi tout un. Comme sur l'épisode avec Sawyer, où en fait, dans les flashbacks, on apprenait rien du tout sur lui, en fait, sur sa vie passée, tout ça. C'était plus sur l'île avec la lettre qu'on apprenait vraiment quelque chose. Là, c'est un peu pareil avec Kate. On ne va rien apprendre dans les flashbacks sur cet épisode, sur elle, en fait. On va apprendre des choses sur elle, sur l'île, quand Jack il va la forcer à la faire parler. Voilà, mais là, je spoil un petit peu déjà l'épisode. Si on est prêt, on attaque directement l'épisode. Il y a un petit preview aussi avant. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé la dernière fois dans Lost? Oui, moi je me rappelle, mais je veux pas tout faire. Si quelqu'un veut le faire, sinon. Quelqu'un d'autre? Il lève la main. James, James, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Alors, il y a quelqu'un qui s'est fait enlever. Enfin, il y a deux personnes qui se sont fait enlever par Ethan. On a découvert que, en plus de la Française mystérieuse qui aime électrifier les gens, il y avait d'autres, des autres sur cette. Non, je vais arrêter de spoiler. Sur cette île, et notamment Ethan qui s'était un peu glissé dans le groupe. Et qui a enlevé Claire et Charlie et laissé Charlie pendu à un arbre. Voilà. Fin d'épisode tragique. Ouais. Et donc Kate et Jack ont ramené notre ami Charlie au camp. Et nous avions découvert avant que Kate était poursuivie. Non, elle était, pour rappeler le fait que c'était une criminelle et qu'elle était ramenée aux États-Unis par un marshal des États-Unis. Ça c'était le début de la saison. Ouais. C'est au tout début de la saison et ça va être un lien avec le reste de l'épisode. C'est très bien, James. De quoi? C'est très bien ton résumé. Et on ne spoil pas Didi Parlo. Ah oui, ça spoil déjà sur le chat. Ouh là là, attention Digi Paragon. Le podcast s'adresse aux gens qui regardent en même temps que nous, c'est ça. On essaye de pas spoiler les gens qui n'ont jamais vu Lost. On essaye, voilà, d'être amical. Amical pour ceux qui découvrent. Je sais pas si juste avant de lancer l'épisode, si vous avez remarqué ces derniers temps, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui redécouvrent Lost, parce que c'est sorti sur Netflix là. Ouais. Et il y a vraiment plein de gens qui se mettent à regarder Lost, qui disent ah putain c'était bien en fait et tout. Et ça fait plaisir. Donc bienvenue à vous si vous découvrez Lost et que vous tombez sur ce podcast. Vous allez découvrir. Il y a apparemment, moi je viens de découvrir en direct qu'il y avait un site qui s'appelait wehavetogoback.fr. D'accord. En même temps, c'est une phrase importante. Et apparemment, c'est le site lié avec un bouquin qui va sortir sur Lost. Qui est sorti. Il est sorti déjà, je crois. Non, il est sorti. Il est sorti, ok. Et c'est vrai, tu as oublié de dire, XP l'a dit, c'est vrai qu'à la fin du dernier épisode, on avait la super team Locke et Boone qui trouvait une trappe. Oui. Tout à fait, c'est important. Boone va enfin servir à quelque chose. Attends. Peut-être ou pas. Peut-être. Ou pas, ouais. Ok, bon, très bon résumé. Effectivement, il va se passer plein de choses. L'épisode commence avec des plans magnifiques qui nous montrent la jungle paradisiaque de Lost. Toute cette nature verdoyante et tout. Puis la caméra remonte et on arrive sur Kate qui est accrochée à un arbre en train de cueillir des fruits, il me semble. C'est quoi ces fruits? Vous savez ce que c'est? Je pose la question, je sais pas du tout. J'ai pas pu voir ce que c'était, j'ai pas fait gaffe. Ouais. S'il y a des spécialistes des fruits sur le chat, des fruits exotiques. Les fruits exotiques. Alors il y a des théories qui disent que ce sont des fruits magiques, vu que l'île est magique. C'est des fruits de One Piece en fait, voilà, on a tout compris. C'est pour ça que Kate survit jusqu'à la fin de la série. Ah pardon, c'est un spoil, faut pas dire. Il y en a un qui va avoir des problèmes. Pardon, c'est moi qui présente. En tout cas, justement, la scène va jouer là-dessus parce qu'on va croire qu'elle va se faire attaquer par quelque chose d'étrange, comme il arrive tout le temps dans Lost. Et en fait, non, c'est Sawyer qui la surprend. On ne sait pas trop ce qu'il faisait d'ailleurs. Un peu voyeur, peut-être, le Sawyer. Non. Et si c'était le monstre qu'elle lui lance une pierre, c'est ridicule, ouais. Il est un peu stalker. La série joue clairement sur les codes. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui se fait attaquer dans les buissons. Et là, en fait, c'est juste Sawyer. Maintenant, la série peut se permettre ça. Quoi. Cette scène, je trouve qu'elle permet de bien introduire, encore une fois, les doubles facettes de Kate. Parce qu'au début, quand elle entend du bruit, elle apparaît comme un petit animal chassé qui entend le bruit, qui sursaute, qui regarde tout ce que c'est. Et après, pouf, quand elle prend la pierre et qu'elle se défend, encore une fois, ça montre la double. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est fragile et à la fois, elle est forte, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, dans le dernier épisode sur Kate, justement, c'est ce qu'on avait vu. Elle a de nombreuses compétences cachées qu'elle ne révèle à personne.
ou que dans une situation de danger. La scène continue du coup, et puis hop, il trouve un lagon magnifique. On est toujours dans ce cadre paradisiaque. Il y a une magnifique cascade. Évidemment, bon, bah, ils vont se baigner, quoi. Ouais, moi, ça m'a fait penser à Center Park, où je crois qu'il y a des trucs comme ça. Center Park. Alors, moi, ça m'a fait penser à Cocktail, quand il y a Tom Cruise qui se tape la meuf sur la cascade. Nous, quand on a vu l'épisode, moi, j'ai eu une réflexion de Kate. Kate, elle a toujours les mêmes culottes, hein, vraiment. Mais elle a toujours la même forme de culotte. Elle a trouvé une valise avec. Mais c'est bien que tu parles de ça. Il y a des gens qui. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est bien que tu parles de ça. Tu veux qu'elle soit propre. Par contre, petit truc qu'on peut remarquer, c'est qu'elle s'est fait un sac avec. Puisque c'est une des ceintures de l'avion qu'elle a pour le sac à dos qu'elle a. Ouais. Elle est juste. Elle sait faire des trucs avec ses doigts, voilà. Ouais. Mais juste, j'aime parce que tu parlais de culotte et on parlait de cette scène. Au départ, en fait, ça aurait pas dû commencer comme ça l'épisode. Ça aurait dû commencer par le fameux plan sur son œil et Kate qui est inquiète voilà, de ce qui arrivait à Claire. On entendrait Saïd dire ah bah oui, il se passe des trucs sur cette île, c'est chelou. Et après, elle aurait dû aller se baigner donc à la cascade, mais dans un vêtement plus chaste parce qu'apparemment, ils avaient enlevé tout le côté sexy, donc elle aurait dû avoir limite un short et un haut un peu sportif. Et ça aurait dû se terminer la scène quand elle trouve la mallette et qu'elle l'attrape. Voilà. D'accord, parce que là, effectivement, là, ça joue, au contraire, ça joue vachement sur le rapprochement entre Sawyer et Kate, quoi. Qu'il y a une tension sexuelle entre eux. Et là, on est carrément. Grave, hein. Et ça lance une des intrigues de l'épisode qui est le triangle amoureux qui a déjà été évoqué dans Lost entre Sawyer, Kate et Jack. Et bah là, ça lance vraiment cette piste, quoi. Et justement, ils se mettent à plonger, à nager. On dirait un petit couple qui se baigne sur une île paradisiaque. Et en fait, ils vont tomber sur des cadavres au fond de l'eau. Des survivants, enfin des survivants, non, des cadavres, des victimes du crash plutôt qui étaient avec eux. Des gens qui n'ont pas survécu, justement. C'est ça. Et j'ai le piège. Ça permet de donner du goût à l'eau comme ça. C'est la scène d'intro se termine là-dessus. On n'oublie pas, en fait, ils sont dans un lieu paradisiaque, mais c'est quand même un cauchemar, quoi. Il y a des corps partout, des cadavres. En fait, tout ce début avec une musique assez joyeuse, assez sympathique, limite, il pourrait gambader en se tenant par la main. Mais tous les plans, en fait, à chaque fois, ça laisse de l'espace vide, comme si une menace pourrait arriver et survenir, en fait, pour que tu même avec cette musique joyeuse, tu sois sous tension et tu te dises, il va se passer quelque chose, on est dans Lost. Et puis là, justement, ils sont pas à Center Park, justement. Ils ont des décors incroyables. Ils tournent à Hawaï. Ils ont des décors magnifiques. Ils en profitent, quoi. Ils font des plans larges, magnifiques. Ça leur donne vraiment envie d'y aller, quoi. Par contre, je peux témoigner pour être déjà tombé dans un lac tout habillé. Nager en jean, c'est jamais une bonne idée. Je pense que c'est parce que les vêtements, ça t'alourdit et tu peux pas faire les. Tu peux même te noyer. Moi, ça a failli arriver à. Très bien. Et bien, ne faites jamais de ski en jean non plus. Voilà, faut fermer la parenthèse, c'est important. Ne faites jamais de ski tout court d'ailleurs. Faites tout ça en culotte sexy, comme ça au moins, pas de problème. On continue l'épisode plutôt à parler de Lost, s'il vous plaît. On enchaîne directement avec Kate et Sawyer, toujours dans le lac. Et puis Kate retrouve donc, elle voit une mallette en métal qui est bloquée sous un siège. Elle veut la récupérer. Elle dit à Sawyer que c'est à elle la mallette, donc il faut qu'il l'aide. Il récupère la mallette, puis il ne veut pas. Il sort de l'eau là, et puis il ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire ce qu'il y a dans cette mallette. Non. Sawyer est un peu curieux, puis Kate fait l'air de rien. Bon bah non, tu peux garder la mallette, je m'en fous. Pas de souci. Mais c'est juste pour faire chier. Enfin, elle s'en va. Ouais, on sait pas trop. Non, mais elle est pas futile. Mais elle avait juste à lui dire c'est la mienne, vas-y, donne-la moi et puis c'est bon. Enfin, et puis elle sait pas. Non, mais elle comprend tout de suite que Sawyer, comme Sawyer, son personnage, il est montré qu'il récupère tous les objets de l'île depuis le début de la série. Là, ça l'intéresse forcément le contenu d'une mallette comme ça. Donc, on peut croire qu'elle s'intéresse pas à la mallette. Après, personne n'est dupe. Après, il y a XP qui dit c'est le MacGuffin de l'épisode, la mallette. Tout à fait. C'est vrai. C'est tout à fait ça, effectivement. Mais bon, moi je trouve que Kate, elle est pas fine parce que ça l'a encore plus excité sa réaction que si elle avait rien dit, si elle était partie avec ou si elle avait réagi autrement. Ou, Je ne sais pas. Elle réagit sous le coup de l'émotion parce que quand on connaît le contenu de la mallette, c'est quand même vachement important pour elle. Donc, je ne sais pas. Elle est moins douée que Sawyer pour faire des petits coups, quoi.
En gros, moi je comprends qu'elle a. Tu vois, quand elle lui dit c'est ma valise, machin, elle joue avec lui. Sauf que c'est pas la première fois qu'elle fait ça. À un moment donné, Sawyer, il sent le coup venir, il fait hop, 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 car la valise, elle comprend que de toute façon, la négociation est morte d'avance et que ça sert à rien de. En fait, tu vois qu'elle dit en mode je vais trouver une autre méthode, vas-y, garde ta mallette, je m'inquiète pas, de toute façon, t'as pas les clés. Non, puis on sait déjà que Sawyer et Kate, c'est deux criminels, donc ils se connaissent par cœur, ils lisent l'un à travers l'autre. C'est un beau duel. Ensuite, on s'éloigne d'eux, enfin, on voit d'autres personnages et on est sur la plage. Et il y a une marée étrange qui monte, donc on les voit tous prendre leurs affaires, remonter à la plage, puisque Saïd le précise, il dit je comprends pas pourquoi la marée est montée d'un seul coup, tout ça. Alors j'ai une explication pour ça. C'est parce qu'en fait sur le lieu de tournage, donc oui, ça y est, c'est dans la vraie vie en fait. Voilà, il y avait des marées, donc ils se sont dit on risque d'avoir le fuselage qui va être sous l'eau, et si ça arrive, ça va faire une catastrophe écologique. Donc on va tout bouger et on dirait qu'il y a déplacer le décor, c'est ça. Et c'est malin, effectivement, ils se sont servis dans le scénario, quoi, tout simplement. Comment faire déplacer tout le décor par tes acteurs? Voilà, ça permet aussi, cette scène permet aussi de rappeler qu'il y a que le camp à ce moment-là de la série, il est divisé en deux. Il y a ceux qui sont encore sur la plage et puis ceux qui sont dans les grottes. Et tout ça qui est là, Jack, il va voir Saïd, il lui dit mais venez aux grottes, ça sert à rien de rester à la plage, vous voyez bien. Là, on nous remet un rappel du contexte. Ça permet aussi de revenir sur la disparition de Saïd, enfin entre guillemets sa disparition quand il a vu Rousseau, donc ça remet en place plein d'enjeux pour les spectateurs et puis pour les personnages. Et puis il y a Saïd qui est dans le déni en mode en fait j'ai rien vu, c'est là. Oui, ça c'est un peu con. Ça c'est clairement un truc faut temporiser sur les mystères, on a avancé trop d'un coup là, donc Saïd finalement il est pas sûr de ce qu'il a vu. Ça c'est un peu bizarre. C'était le vent. Il relance quand même une bille pour la suite de l'épisode, c'est avec les. Il dit qu'il n'arrive pas à lire en fait ce qui est écrit sur les cartes de Rousseau qu'il a piqué parce que c'est écrit en français. Et c'est là que. Pardon, je lis le chat. Je vois pas le chat en fait. Pardon. La série montre que les grottes. Il dit la série montre que marcher dans la grotte, ça porte pas bonheur. Pour l'instant, si, ça se passe pas mal dans les grottes depuis qu'il y a. Il y a Jack dans les grottes, ça peut être que bien, vraiment. Mais on voit que Saïd, il a pas envie. D'aller. Non, il a pas envie. Saïd, en plus, c'est le chef du groupe de la plage un peu. Ça, c'est les deux chefs qui discutent. Ah, peut-être qu'il est en train de se dire j'ai menti. C'est un scandale. Jack, il a une chemise à carreaux. Ah oui, c'est vrai. Mais non, il faut interdire les chemises à carreaux, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais, t'aimes pas ce look de Jack? Non, ça fait comptable. Les chemises à carreaux. Jack, il a pas une tête de comptable, même chemise à carreaux. C'est pas ses couleurs. Il faisait quoi déjà? Mais c'est intéressant parce qu'il est blanc. Attends, la chemise est un peu blanche avec des carreaux. Et de l'autre côté, on a Sawyer qui est plus foncé. Et en fait, pour moi, dans l'épisode, ça me permet de placer ça maintenant. Vous savez, on a l'ange et le démon qui vous parlent à l'oreille. Et moi, dans l'épisode, c'est ça. Jack et Sawyer, c'est l'ange et le démon de Kate qui lui parlent à l'oreille. C'est deux conscients. Voilà. Mais enfin, c'est plutôt elle qui parle à leurs oreilles, non? Oui, aussi, mais en même temps, je vous expliquerai plus tard. Elle qui est intéressée en mode bon, je manipule le premier, ça marche pas, je tente ma chance avec le second, quoi. Et j'y reviendrai après. Et pour répondre au chat, Locke, il faisait quoi? Il s'occupe avec son copain Boone. C'est ça, on va le voir juste après. Parce qu'il y a une transition vers. Comme d'habitude dans Lost, c'est bien fait. Là, il faut quelqu'un qui parle français et on sait que Shannon parle français, donc on va avoir une scène avec Shannon et Boone et qui va nous rappeler effectivement la situation. Shannon elle questionne Boone qui disparaît tout le temps avec son pote Locke. Et il a un t-shirt foncé, c'est devenu Dark Boone. Ouais. C'est devenu Dark Boone. Et t'as pas tort tellement parce que c'est la première fois qu'on va voir Boone dire la vérité à sa sœur. En fait, il va lui dire clairement tu sers à rien en fait. Mais c'est quoi que quand elle tout le monde dit que tu sers à rien et puis c'est vrai tout simplement. Mais t'es blonde en fait, voilà. Ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur pour les blondes qui nous écoutent. Bon, je suis un peu blonde. On embrasse. Non, en tout cas, c'est ce que tous les spectateurs pensent. Je pense que c'est aussi ce que pensent les scénaristes à ce moment de la série, qui savent plus trop quoi faire de Shannon. Et cette histoire de texte en français, ça va être une bonne idée pour en fait, tout simplement la remettre dans l'intrigue. Tout à fait. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense à l'avenir de Shannon. Oh là là, mais ça c'est pas. Mais c'est du spoil, James. Tu vas être banni. Tu vas être banni. Pardon. J'ai rien dit, j'ai juste ri. Non, mais.
C'est bon. Ouais. Attends, si tu reviens, je dirais qu'il te donne des coups de patte. Ça t'apprendra. C'est vrai. Il est là. Ok, très bien. Ça, il est reparti. Non, il est reparti. En tout cas, c'est une scène assez marquante pour Shannon, puisque on lui rappelle son inutilité. Ouais. C'est dur. C'est vrai que c'est assez violent, je trouve. Même si plus tard, tu te dis, bon, c'est vrai que tout le monde il y a tout le monde en train de se bouger et elle est en train de bronzer. C'est un épisode en train de choper un cancer de la peau parce que sans ce soleil des tropiques, totalement. faut pas assez de Mais je veux dire, c'est un épisode qui place les personnages face à leurs contradictions, face aux choses qu'ils ne veulent pas affronter. C'est-à-dire que Shannon, elle veut pas affronter la réalité, et là, son frère et Saïd vont la placer face à la réalité. On a une quête pareil qui arrive pas à affronter certains faits. Elle va devoir les affronter. Pareil pour Charlie, qui doit affronter sa peur, son chagrin, son traumatisme. Bim. C'est bien que tu dis ça, parce qu'effectivement, dans l'épisode, on va avoir plein de petites scènes avec plein de personnages. Ça va être pas que centré sur Kate et Sawyer. On va voir un peu tout le monde qui intervient, à part Jean. Il me semble qu'on voit pas Jean. Oui, on voit pas Jean. Et on va même voir Sun. Walt, il est là, mais il parle pas. Ouais. Walt, on le voit rarement quand même. Ouais. Il a pas eu son heure de gloire. Là, on le voit. Oui, mais il parle pas. C'est ce que je te dis. Ouais, mais c'est bien parce que je trouve que c'est important de montrer qu'il y a de la vie en fait. Les autres survivants sont sur l'île aussi. Il se passe du temps. Puis Claire est toujours disparue. Et puis, comme on disait, je disais au début, ça faut temporiser la série. S'il faut montrer, s'installer sur l'île avec eux en fait. Et moi, le mystère, c'est où fait caca le petit chien, parce que vu que là, ils ont changé leur corps, ils font tous c'est pas clair. C'est pas clair. C'est jamais dit. Il n'y a pas une scène coupée qui en parle? Non. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Tout à l'heure, XP parlait de chance. Dans la jungle, quoi, faut faire attention. En tout cas, la journée passe et puis on arrive à la nuit et on arrive à une scène qui va lancer le flashback. En fait, c'est Kate qui s'introduit de nuit pour récupérer la mallette dans la tente de Sawyer. On ne sait pas trop où il dort. Et d'ailleurs, il dort avec la mallette, quoi. Mais je suis sûr que c'est pour la faire. Mais parce qu'il connaît Kate, je pense qu'il dort même pas en fait. On va le voir. Il s'est dit oh là là. Donc on lance le premier flashback. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter ce qu'il y a dans cette première scène? On a Kate qui est à la banque, qui prend ce regard charmeur tout timide. Bonjour, je viens ouvrir un compte, nanana. Oui. Et le gars il fait mais qu'est-ce que vous faites là comme ça? Il lui dit, écoutez, ça se passe dans le sud de la France. D'accord. Ça c'était pas dit dans l'épisode, mais merci. Je connais un accent. Ils avaient tous un petit accent, qu'ils avaient tous l'air bronzés et qu'en plus il y en a un qui buvait carrément du pastis. Mais tout à fait. Et puis bon, elle dit qu'elle est photographe et qu'elle veut faire qu'elle a été engagée pour faire un livre, je crois, sur les cinémas, les vieux lieux un peu les vieux cinémas artistiques. Et du coup, le gars il lui dit, il dit je connais un bon plan, tu vas là-bas au feu rouge. Encore. Oui, effectivement, le directeur là, à qui elle parle, il est un peu sous le charme de Kate. Elle en rajoute, quoi. Elle est en mode de séduction. Appelle-moi Marc, comme ça. On comprend tout de suite d'ailleurs en regardant en tant que spectateur qu'elle est déjà en train de jouer un rôle particulier, parce qu'elle est jamais comme ça. On s'imagine pas du tout Kate en train de. Enfin, on est déjà dans la manipulation, dans le faux semblant, tout ce qui est le thème récurrent autour du personnage de Kate. Et là, tu vois, tu as le rappel, comparaison avec Sawyer. Donc, tu te rappelles son flashback, tu dis affrontement de petits coquins, tu vois. Tac. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est marrant. D'ailleurs, la scène, elle pourrait être dans un webtoon, je vous le dis. C'est vrai que je connais pas les webtoons. C'est très drôle, c'est tout un monde. Vas-y, Sophie. Non, mais tu te dis tout de suite que ça colle pas trop avec tout ce qu'on sait d'elle. Donc déjà, tu fais la meuf, elle est en train de boucher d'emblée, quoi. Et surtout tu as la sensation que ça fait pas... Il n'y a pas un seul instant depuis le début de l'épisode qu'on a l'impression qu'elle dit la vérité, en fait. Oui, c'est vrai. On l'a jamais, elle dit jamais la vérité, tout à fait. Et parce que là, ça va encore plus loin, parce que cette scène se transforme en prise d'otage, en fait. La banque est braquée, et Kate et ce monsieur du sud de la France sont pris en otage. Retour au présent de l'île, et Kate tente de récupérer la mallette discrètement, mais se fait tout de suite attraper par Sawyer. Il la retourne, encore une tension sexuelle à fond entre les deux personnages, et Sawyer lui refuse de rendre la mallette, tout simplement. Il l'envoie chier bien comme il faut. Et c'est une scène qui aurait dû être beaucoup plus longue, avec plein de sous-entendus,
Ou un moment, quand il y a Sawyer qui dit à Kate, je savais pas que t'étais sadomaso, elle allait lui dire, ah bah non, ce soir, j'ai pas envie de faire parce que j'ai trop mal à la tête. Et en fait, elle faisait référence au fait qu'elle vient lui donner un coup de boule. Et il y avait plein de petits jeux de mots comme ça. Ils ont rajouté encore une couche sur la tension sexuelle. Et ils l'ont raccourci finalement. Dommage. Ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est déjà très clair juste avec ce qu'on voit. Elle lui paraît de photocopieuse après. Donc ça termine par Kate s'en va fâchée et puis Sawyer reste avec la mallette et il se demande bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme nous, spectateurs, évidemment, on veut savoir ce qu'il y a dans cette mallette. Surtout qu'en plus, il lui laisse pas une chance, justement, il lui dit pas qu'est-ce qu'il y a dedans, dis-moi ce qu'il y a dedans et vas-y, je te la donne. Enfin, il sait pas lui tendre une perche. Non, parce qu'il n'est pas comme Jack. Ça, c'est pour justement, il va être un peu plus explicite dans la suite de l'épisode, mais là, je sais pas, il y a une sorte de respect peut-être parce qu'effectivement, les personnages sont un peu pareils, quoi. Mais il y a un moment, il lui dit oui, dis-moi ce qu'il y a dedans, je te la donne, et elle veut pas lui dire. Ah non, c'est après, c'est pas quand. Non, ça c'est après, c'est dans le champ. J'ai confondu. Ouais. C'est plus tard. Mais là, pour l'instant, on sait pas. Et puis, on est toujours sur le côté. On est que dans l'acte 1 de l'épisode. On sait pas encore Sawyer, c'est ce qu'il veut vraiment. Lui, on se dit toujours qu'il veut le contenu de la mallette, peu importe. Ou autre chose. Il veut aussi Kate. On a bien compris. Il y a XP qui vient de dire ça. Il faut que je l'affiche parce que. Et en plus, il demande pas Locke qui aurait un unlock. C'est vrai qu'il pourrait unlock. Bien joué, XP. XP qui regarde des épisodes en VO. Merci. On passe à l'acte 2 et on revient sur Shannon qui est en train de bronzer. C'est magnifiquement filmé d'ailleurs. C'est fait exprès, Shannon est mise en valeur et elle est interrompue dans son bronzage. C'est un peu honteux de faire ça, mais bon, ils le font quand même. C'est Saïd. Saïd qui ose, évidemment, il attend le moment où elle bronze seins nus pour aller lui parler. C'est vraiment... Merci Saïd. On note qu'il ralentit d'ailleurs. Qu'il est en mode... c'est comme s'il passait par là et qu'il se tourne. Alors qu'en fait, est dégoûté quand elle se lève et qu'elle tient son espèce de, je sais pas, de tissu, de foulard. Ouais, tu vois cache, Ah ouais, un peu déçu. Il aurait vu plus peut-être. En tout cas, j'aime bien cette scène parce que c'est une interaction inédite. Ils se sont jamais parlé de la série pour l'instant. Et il va lui demander un service à elle, Shannon, qui est inutile justement. Tout le monde vient de dire qu'elle servait à rien. Et non, là, peut-être servir à quelque chose puisque c'est la seule à pouvoir traduire le texte sur les cartes de Rousseau. Donc, évidemment, elle dit non. Qui était monté avec Sawyer et Boone. Ils se sont déjà parlé du coup. Bah oui. C'est la première fois qu'ils se parlent. Je suis en train de me dire qu'on aurait été dans une autre série. Elle serait fait bouffer son oreille, quoi. À ne rien faire. Ah oui, il se parle, mais Saïd, il lui parle pas directement à Shannon. C'est que l'histoire quand elle fait sa crise d'asthme. Oui. Non, mais je pensais qu'ils sont montés à la montagne. Quand ils sont montés à la montagne. Ils ont une interaction, bien sûr. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Et elle a raconté. Dans le deuxième. Ouais. Donc tout à fait, c'est pour ça que Saïd sait qu'il n'y a pas français. Ouais, voilà, effectivement. Oui, parce que du coup, on retombe cette histoire-là. Le reste du groupe, non, il y a que ceux qui étaient être au courant de Rousseau et de. Oui, mais tout le groupe n'est pas censé savoir, mais ils l'ont dit à Hurley, et Hurley, c'est celui qui fait tous les gossips à tout le monde. Ah ouais, tout le monde sait, James. Tout le monde sait que Saïd est revenu. Moi, ça, c'est pas explicité tellement finalement. Mais après, de manière générale, les gens parlent et surtout dans les tout petits groupes comme ça. Enfin, si tu as déjà vécu dans un village, tu sais que. Bah oui, c'est ça. Il y a un tel qui va coucher avec un tel. Le lendemain, tout le village est au courant, quoi. Tu vois. On le verra je crois qu'à un moment, ils font des gossips sur des gens qui ont couché ensemble, dont une qui est censée être mariée, ils crachent dessus. Enfin voilà, vous verrez. Je sais plus dans quel épisode c'est. En tout cas, donc Shannon, je sais plus si elle accepte dans cette scène tout de suite. Non, à elle la veut fin. pas. Elle veut pas, ouais. Elle refuse d'abord, alors que quelqu'un lui propose de faire quelque chose, elle refuse. Bon. Elle changera d'avis plus tard. Et on retourne après sur Sawyer qui essaye d'ouvrir la mallette, donc en train de la crocheter comme un vrai criminel. Il y arrive pas du tout. Et là, on voit enfin Michael et Hurley, il me semble, qui lui disent non, t'es trop mauvais, tu vas jamais réussir à la crocheter. Faut que... en fait, ils lui disent que ce modèle-là, apparemment, c'est pas du tout possible de le crocheter, et ils se foutent de lui en mode il essaie de crocheter tel modèle et tout. Et c'est trop drôle parce que pour une fois, ses victimes se moquent de lui et ça me fait ça c'est pas mal, oui, puis surtout, c'est
censé être un voleur. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours un voleur en carton, Sawyer, quoi. Parce que, genre, là, il essaie n'y arrive pas. Quand il vole des trucs sur dans les valises, tout le monde est au courant de ce qu'il a volé. Enfin, je me dis, si tu fais ça dans la vraie vie, ta carrière de voleur, elle se termine très vite en prison, quoi. Mais on verra bientôt, il finira en prison dans un flashback, mais bon, sans spoiler. Sans spoiler, alors qu'il vient de spoiler. Après, c'est un flashback. Est-ce que c'est le karma? C'est déjà arrivé. Allez. Continuons. Peu importe, puisque du coup, il n'y arrive pas, mais il y a quand même Michael qui va lui souffler la bonne idée, puisque Michael, il sert à quelque chose, hein, il s'y connaît en physique. Il lui dit qu'il faut utiliser la vélocité pour l'ouvrir, donc taper dessus, en fait, ou la lancer de très haut. Ouais. Et là, encore une transition magnifique. Il dit avec une hache. Et hop, oui, voilà. Et on est sur... effectivement, tu as raison, il faudrait une hache, et la hache est déjà dans les mains de quelqu'un, c'est Boone, qui est en train de rejoindre Locke discrètement dans la forêt. Ouais. Et qui lui dit t'as la hache, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais c'est bien mystérieux en tout cas. Ouais, il lui demande si quelqu'un l'a vu et lui dit et il dit non, je crois sais pas. Ouais. Et il fait non ou je sais pas et il dit non. Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais il y a un côté effectivement Dark Boone et Dark Locke. C'est le côté obscur. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'on le voit entre les caméras. Il n'est pas encore en Dark Boone. Il est pas... Non, ce sera un peu plus tard à la fin de l'épisode qui sera vraiment Dark Boone. On verra. Il y a des blagues sur le. Okay, bon. Avec gravité. Il le dit avec un air grave. Ouais, d'accord. Il faut utiliser la gravité. Ouais. Et on va revoir ensuite dans une autre scène, une autre interaction, c'est Charlie et Rose. Parce que Charlie il est en dépression évidemment depuis qu'il est rentré et qu'il s'est fait sauver la vie, que Claire a disparu. Oh non, mais ça m'énerve cette scène. Pardon. Ah, oula, faille. Juste pour resituer la scène, il y a Charlie qui est en train de, qui est assis, qui se lamente, quoi, et puis il y a Rose qui passe en portant, je sais pas, un truc de 300 kilos, de la tôle d'avion énorme. Ouais, une tôle, et elle lui dit, tu veux pas m'aider? Il fait, non, je suis en dépression. Et elle lui dit, elle lui fait une Thibaut InShape, rien à foutre de ta dépression. Mais c'est ça m'énerve, quoi. Mais alors, tu es traumatisé, t'as failli mourir, traumatise pas, aide-moi à porter ça. Et d'ailleurs, ce qu'elle porte, c'est le futur comptoir de la cuisine. C'est pas exactement ça qu'elle lui dit. Elle lui dit, regarde, tout le monde se rend utile, parce qu'on est tous ensemble dans la galère, quoi. Donc il faut. Ouais, non, mais tout le monde n'a pas failli mourir. Lui, il a fait crever. Il y a même pas 24 heures, quoi. Après, je rappelle. Alors du coup, reste pas au milieu des gens assis, quoi. Va dans la grotte. Dans un méga crash. Moi, je pense que le problème, c'est pas tant qu'il a failli crever, que il protégeait quelqu'un et que cette personne-là n'est plus dans le groupe, quoi, maintenant. Oui, ça c'est sûr, son trauma, mais il a crevé plusieurs fois là depuis le début. T'as raison, Sophie, parce que ça va être. Ils vont nous le dire plus tard dans l'épisode. Ils vont avoir il va y avoir une nouvelle scène avec Rose et Charlie, et puis ça va être au sujet de la culpabilité, en fait. On peut noter que la blonde a le droit de bronzer, mais le dépressif n'a pas le droit de dépressif. Non, mais même. Attendez. Point médical, il n'a pas failli mourir, il a été mort pendant quelques instants. Il faut quand même laisser le temps au corps de se remettre. C'est quand même un gros traumatisme, plus le reste de ce qu'il a subi. On n'a pas vu comment il a été pendu et agressé. Non, mais c'est sûrement une facilité scénaristique, parce qu'il serait peut-être mieux en train de se reposer dans la grotte que assis sur la plage au milieu de ceux qui portent des choses. Mais pour le coup, où est Jacques? Mais c'est pas possible. Oui, Jacques, c'est vrai qu'on n'a pas vu Jacques encore. Mais oui, c'est un scandale. Il devrait être aux petits oignons avec lui, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais après, quand Boone parle à Shannon, il le sous-entend que tout le monde se fout de sa gueule et que tout le monde dit qu'elle sert à rien. Ça, c'est pas sympa. Oui. Sympa. Oui, donc je veux dire, ça explique le fait que Rose lui a rien dit, parce qu'en fait, tout le monde sait dès le départ qu'elle fait rien et que ça sert à lui demander en gros. C'est pas tellement ce qui compte finalement, parce que ce qui va vraiment compter, on va le comprendre dans la suite de l'épisode, c'est l'interaction qu'il va y avoir entre Charlie et Rose, le nouveau lien entre ces deux personnages qui n'existaient pas avant, et qui va être un peu sur le côté religieux de Charlie, quoi. Toi, tu n'aimes pas Rose du tout, James. Et je n'aime pas Rose. Moi non plus, je suis pas fan de Rose. Mais pourquoi vous aimez pas Rose? Alors, au stade où on en est, je comprends pas pourquoi vous aimez pas Rose. Qu'est-ce que vous avez contre Rose? Parce qu'elle arrive, elle dit oui, c'est Dieu qui va t'aider. Bon, chacun ses croyances, mais moi, c'est pas ça qu'elle dit. Oh là là, mais vous exagérez, elle dit pas ça. Bon. On en reparlera. On en reparlera à la fin de l'épisode. Débat sur la religion à la fin de l'épisode. James, tu vas prendre un stylo.
si tu continues. On revient à cette histoire de mallette après. Oui, alors cette mallette, moi je veux savoir. Ça nous intéresse bien plus. Il y a Sawyer qui monte là où était montée Kate au début, il me semble, et il se met à lancer la mallette. D'abord, il tape dessus, voilà. Il y a un montage assez marrant où on le voit taper de plusieurs façons la mallette, ça fonctionne pas. En mode homme des cavernes. En mode homme des cavernes, ouais. Et qui s'énerve quoi sur ce morceau de métal. Et puis finalement, il essaye de le lancer en hauteur, il va très haut et ça tombe, ça s'ouvre pas. Et c'est là que Kate il s'y prend très mal. Il s'y prend très mal. Il balance juste comme ça, mais il lance avec plus de force, quoi. Il fait juste bouf. Bien sûr que ça est dans une scène de comédie, en fait, tout simplement, où du coup, Kate arrive, sort des buissons, prend la mallette, se met à courir, il se retrouve à lui courir après. D'ailleurs, il court assez vite, parce qu'il va la rattraper. Oui, il est rapide. Facilement. Ouais. On l'avait vu qu'il était rapide, mais il connaît bien aussi la forêt, visiblement. Parce que c'est haut quand même où il est monté, il est descendu. Et attends, tu veux rire, mais la scène, elle aurait dû être plus longue parce qu'on aurait dû voir Sawyer descendre de là-haut. Ils ont filmé tout ça, évidemment. Oui, ils l'ont filmé, ils ont coupé au montage. Voilà, c'est pas plus mal. Sur IMDb. Parce que finalement, la course-poursuite n'est pas. On voit cette course-poursuite, mais c'est pas très important dans l'épisode parce que c'est la finalité qui compte, puisque finalement, il arrive à la plaquer au sol, dans ce champ de hautes herbes là. Il adore la plaquer. N'allez pas dans les hautes herbes, comme disait l'autre. Eux, ils y vont. Et il y a encore une scène de. Il y a encore une scène de. C'est pas trop. Il y a pas trop de tension sexuelle cette fois-ci. C'est un peu plus violent, je trouve. L'interaction là, ils sont vraiment en lutte pour cette foutue mallette. Ouais. Mais c'est là que tu vois, encore une fois, c'est Kate qui est forcée, c'est-à-dire d'être face à ce qui se cache dedans qu'elle ne veut pas voir. Et ça peut être le symbole d'un trauma, ça peut être quelque chose qu'elle ne veut pas montrer aussi. Et tu vois, Sawyer, comme il la comprend, pour moi, c'est quelque part une part de sa psyché, en fait, son inconscient, qui veut pas affronter les choses, mais qui en même temps en a besoin aussi pour avancer. Et donc, il y a le spectre combatif. Et on va voir que Jack, la façon dont il fait, c'est vraiment plus une autre partie d'elle-même qui est plus dans le truc. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Parce qu'on n'a toujours pas vu Jack, mais là, on a effectivement le côté violent, criminel, magouilleur de Kate, qui peut-être lui convient pas, en fait, tout simplement. Enfin, ça lui convient pas d'avoir son reflet, finalement, dans quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça. En tout cas, dans cette scène, c'est là aussi un moment vraiment cool de l'épisode où Sawyer lui dit non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a dedans. Dis-moi ce qu'il y a dedans, et puis c'est bon, je te rends ta mallette, quoi. Je suis juste curieux, je veux tout savoir. Et Kate refuse une nouvelle fois, puisqu'elle a effectivement une autre carte à jouer, et on va le voir juste après. Mais elle aurait pu mentir, là. Elle aurait pu dire mentir, en vrai. J'ai mes culottes dedans, tu vois, un truc un peu, je sais pas, moi. Ouais, mais ça passe pas avec Sawyer, après tout ce qu'ils ont fait. Il sait que c'est important pour elle, je sais pas. Moi, je trouve ça bien, justement, qu'il y ait... l'histoire de l'épisode, on est la moitié de l'épisode seulement, donc ça continue. Il y a cette mallette qui est encore le MacGuffin, il faut absolument que ça reste en jeu, quoi. Un enjeu. On a c'est juste cours dans la jungle où il y a toujours le monstre, etc. Et sans doute pas de bestiole dangereuse, ils en ont rien à battre. Hein. Mais c'est très bien. C'est très bien que tu relèves ça parce qu'il n'y a aucun truc mystérieux dans l'épisode et aucun mystère, aucun truc fantastique dans l'épisode. Par eux-mêmes, quoi. Ouais. Et ça, c'est un des trucs de la saison 1 de Lost que j'aime bien, c'est qu'il y a des épisodes où comme celui sur Sawyer d'ailleurs, il a survécu Confidence Man, c'est pas l'enjeu là, c'est vraiment les personnages, c'est pas du tout les mystères. Mais tout l'aspect psychologique, c'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant à chaque fois. C'est ça qui fait qu'on est attaché à eux et quand ils vont vivre des trucs incroyables, qu'on sera encore plus à fond dedans, quoi. Tout à fait. C'est là qu'il y a le nouveau flashback qui se lance, la suite du braquage dans cette banque. Et c'est là qu'évidemment, qu'on avait déjà deviné un petit peu, c'est que Kate, elle est dans le coup, évidemment, elle est liée à ce braquage. Elle est elle-même la petite amie du braqueur de banque, puisque la scène va se terminer par un bisou. Ouais. Et alors, montage scène coupée, normalement, il y avait une réplique dite par le Love Interest qui stipulait qu'en fait la patronne c'était Kate, c'était elle qui avait monté le coup en fait. C'est bien qu'il est coupé parce que il va le dire plus tard. En fait, moi je trouve ça bien que c'est coupé du coup, que ce soit coupé parce que ça monte en tension cette scène de braquage jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait c'est Kate qui a tout manigancé pour ce truc, quoi. D'ailleurs dans le flashback il s'appelle pas Kate, hein. Il l'appelle lui d'autres. Oui, elle change tout le temps. C'est la scène plus tard, c'est comme ça qu'on va comprendre qu'elle lui ment aussi, quoi. C'est que Maggie, déjà dans le précédent épisode, on avait vu avant qu'elle se fasse arrêter, pareil, elle avait pris un autre nom, je crois que c'était Joanne ou. C'est ça, c'est. Ou je sais plus quoi. C'est à chaque fois qu'on voit Kate dans un flashback, elle n'est jamais elle-même. On n'a jamais la vraie Kate finalement.
Et c'est plutôt bien fait. Finalement, le personnage est plutôt intéressant, non? Ah bah totalement. Oui. Je crois que vous détestiez ce personnage. Ouais, j'aime pas Kate parce qu'elle m'énerve des fois, mais je trouve quand même son histoire intéressante. Ouais, j'aime bien aussi. C'est la fin de l'acte 2. On est toujours sur Kate qui manipule tout le monde. Après, c'est un personnage qui est un peu dans la fuite aussi, Kate. La fuite en avant, littéralement. Oui. Ah oui, mais totalement. Hein. Elle est toujours dans la fuite de ses émotions, la fuite des situations, la fuite du monde. Parle de Jurassic Park, bien sûr. Et qui vient de sortir Maggie le jour, Maggie la nuit. Voilà, ça, c'était le dimanche soir, à cette heure-là, justement. Bien vu. La suite de l'épisode, on retourne sur la plage avec Shannon. Shannon, qui n'est pas si inutile, qui se met à traduire les textes de Rousseau. Et évidemment, elle se décourage vite, elle n'y arrive pas, elle ne comprend pas ce qui est écrit sur ces cartes. Et elle se fait engueuler de façon assez... Non, parce que... Ouais, mais après, Saïd, il se met un peu en mode lover. Hein. Il a la tête sur le côté, un peu comme ça, les yeux bien Comment tu as appris le français? Pouf, tête de J'étais à Saint-Tropez. Ouais, c'est ça. J'étais à Saint-Tropez avec mon ex. Avec le gendarme. Je sais. Je lui dis, c'est la meilleure manière d'apprendre une langue. Ça va, mec, tu veux changer. Et puis, on voit qu'elle n'est pas insensible au charme de Saïd aussi. C'est vraiment un couple inattendu, je trouve, dans la série à ce moment-là, quoi. Ouais. Là, je sais pas si c'est moi qui invente, mais j'ai souvenir que dans la VF, ils censurent un peu le truc en disant qu'elle était fille au père, qu'elle dit pas que c'est son mec. Elle dit qu'elle était babysitter. Ouais. Et alors que là, elle dit non, c'est... Ouais. Ah non, elle est en mode, pour moi, elle était en mode étudiante riche américaine. Moi, j'ai compris qu'elle s'était trouvée un sugar daddy. Même en étant... j'ai compris ça. Tu peux envisager que, vu comme Boone qui travaille, qu'il n'y a pas non plus un boulot qui rapporte de ouf vu leur train de vie, mais que leurs parents leur disent, en fait, si tu bosses pas, je te déshérite ou je te coupe les vifs, quoi. C'est pas évident parce qu'on n'en sait pas. Là, elle le dit pas, elle dit juste que c'est son mec, mais dans la VF, elle dit, ouais, j'étais fille au père avec. D'accord. C'est après, elle dit le gamin que je gardais. Dans la VF, elle dit que le gamin était chiant, mais. Ok, bon, c'est moi qui... Peu importe, mais de toute façon, on ne sait pas encore à ce moment-là de la série quelle est leur vraie vie, Shannon et Boone. On n'a pas eu de flashback. Quand je disais, elle parle français, elle disait non, mais j'ai juste fait du babysitting. Je crois que c'est au moment de traduire le message de Rousseau qu'elle avait dit que c'est du babysitting. Et là, elle dit pas la même chose en fait. C'est ça, James. Comme quoi, les meufs, elles mentent pas mal dans cette série, c'est ça qu'on sous-entend? Mais est-ce que ça serait pas peur du jugement? Sous-entend ça, je pense. Est-ce que ça serait pas peur du jugement? Parce qu'on voit très bien que Shannon, elle a pas du tout confiance en elle. C'est-à-dire que depuis le début, on croit que c'est une meuf qui a méga confiance et tout ce qu'elle fait. Oui, je suis Shannon, je fais ci, je fais ça. Et là, elle arrête pas de douter d'elle en disant qu'elle est pas capable de traduire et tout, alors que on l'a vu traduire, quoi. Voilà. Donc. Oui, elle est un peu, elle se sent mal. Ça continue à jouer sur cette histoire d'épisode. Ils se rapprocheront. Qu'est-ce qui fait un Sun. Merci parce que transition parfaite puisque la scène suivante c'est avec Sun justement. On va dans les grottes et on retrouve enfin Jack et il essaye de se faire comprendre de Sun. Il commence à lui parler des plantes et tout ça. Il a du mal de crâne, il me semble. Et Sun est toujours en train de faire croire à Jack qu'elle parle pas anglais, donc il comprend rien. Quand tu revois les scènes, mais de version dans la tête de Sun, vraiment, elle doit prendre les gens pour des cons tout le temps. Après, ça appuie. On est en connivence avec elle, puisque on a toujours des plans après quand Kate va arriver pour parler à Jack. Ils vont faire comme si elle n'était pas là et qu'elle va du coup parce qu'elle comprend pas, alors qu'en fait si elle comprend tout quoi. Donc. Et nous on a vu son regard d'ailleurs quand elle comprend que Kate. Elle est peut-être criminelle. Elle fait dit il y a que toi qui sais. Oui, mais mais il y a quand même sous-entendu quand elle dit que c'est la valise du Marshall qui a des flingues dedans. Elle l'entend tout ça, Sun. Et elle fait une tête genre je suis soupçonneuse et je m'en vais. Surtout elle dit. C'est bien de le montrer. Je trouve. Il commence à parler de flingues, je me casse. Elle la regarde un peu en mode je préfère pas être là-dedans cette histoire. C'est bon, je m'en vais. C'est bien, mais en tout cas, c'est la seule apparition de Sun et je trouve ça bien de la montrer. Elle aussi est sur l'île, présente, et comme tous les autres, on va la voir. Quoi. Et elle sans son mari en plus. Et elle est utile. Elle fait sa petite arboristique.
Ouais. Mais oui. Mais elle est devenue l'assistante de Jack, qui est un poste que tout le monde envie sur cette île. Moi, la première, voilà. Bon. Toi, tu aurais été l'assistante de Jack, bien sûr, sur l'île. Ah, mais moi, je reste près de lui. Insupportable. Mais il faut pas quitter Jack. Il y a des bêtes sur cette île. C'est le seul qui peut. Alors que toi, James, toi, tu serais en train de courir après Kate dans la jungle, bien sûr. Ah non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Il serait derrière Locke. Je cours après Sawyer, moi. Après Locke, d'accord. Ou Sawyer, très bien. Parfait. La scène, là on arrive à Jack, grand personnage, le triangle amoureux et complet, puisque là, Kate va lui demander de l'aider pour cette histoire de mallette, et en lui expliquant que il y a la clé de cette mallette, elle est dans la poche, dans le portefeuille du Marshall qui est décédé, qu'ils ont enterré il y a plusieurs épisodes de ça. Et donc là, il serait cool d'aller le déterrer, Jack. Super service. Ouais. Et par contre, elle lui dit un indice sur la valise. Elle lui dit il y a des armes et tout. Elle veut le motiver, qui a un intérêt, le fait que ce soit dangereux, que Sawyer ait la mallette. Et elle lui dit qu'il y a mes effets, il y a mes effets personnels aussi. Elle le dit. Ouais. Donc là, il y a son maillot. Elle joue la carte Jack, ce qui est un bon plan pour l'aider. Bon, évidemment, Jack, il se fait pas avoir, il comprend tout de suite qu'il y a autre chose. Commence à la connaître. Pareil, il est pas dupe non plus, quoi. Et elle est pas du tout à la même approche qu'avec Sawyer. Clairement, elle est en train d'essayer de manipuler Jack pour obtenir ce qu'elle veut. Sawyer aussi, elle essaie de le manipuler. C'est juste que Sawyer, pas de la même manière, elle a compris qu'il voit dans son jeu, quoi, qu'il voit dans le jeu des gens de manière générale. Alors ne joue pas avec... elle joue sur la carte de t'es super-héros de l'équipe, machin. Il y a des armes à feu, c'est dangereux. Tu peux pas laisser Sawyer avoir des armes à feu. Voire même, elle joue sur la jalousie entre les deux. Ouais. Oui, c'est Jack, t'es notre chef. Ah, c'est toi qui s'occupe bien de nous. Puis tu vois, l'autre, il est un peu fou. C'est un chien fou. Faut pas qu'il ait les armes et tout. Et avec Sawyer, elle est vraiment plus sexuelle. Je trouve, dans son approche plus frontale. Oui, là, il n'y a pas du tout de sexualité entre Jack et Kate. C'est pas du tout ça. C'est la même type de manipulation qu'elle avait dans la banque, quoi. Où elle s'est oui, totalement. Mec, du coup, Jack, il est d'accord, mais il lui dit quand tu auras la mallette, on l'ouvre ensemble. Comme ça, je peux voir ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Kate est d'accord. Ils font ce deal. Oui, soyons d'accord. On retourne sur Charlie et Rose. Qui maintenant Charlie file un coup de main. Tu lèves les yeux au ciel, James, je te vois là. Pour ceux qui voient la vidéo, ils sont aussi choqués par moi parce que ce qui vient de se passer. Et elle, du coup, elle lui dit, en gros, arrête d'être coupable. On sait bien que c'est pas de ta faute, Charlie, ce qui s'est passé. Remets-toi à Dieu. En tout cas, c'est pas tout de suite qu'elle lui parle de Dieu. Si, elle le sous-entend. Non, c'est à la fin. Elle lui dit, il faut que tu demandes de l'aide. Mais elle précise pas. Quand elle dit de l'aide, elle le regarde dans l'air. Oui, mais elle précise pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'on avait compris que c'est plus ou moins religieux. Oui, on s'en doutait. Mais... Oui, tout à fait. Mais en même temps, Charlie, son premier flashback commence dans un confessionnal, dans une église. Donc, ils ont aussi un point commun là-dessus et ils vont, les scénaristes et spectateurs. Moi, c'est le nez pour les chrétiens. Personne n'a fait un chip entre catholiques pratiquants, ils se reconnaissent. C'est connu. Non, mais pourquoi personne n'a pas fait... Non, mais je vais chercher s'il y a des fanfictions Rose Charlie. Il faut absolument que je trouve ça. Spécialiste. Il y aura une rubrique fanfiction webtoon à la fin de chaque épisode. Et puis, rappelons que Locke lui avait demandé aussi, avant, de faire confiance à une espèce de autre divinité, à savoir les mystères de l'île ou le monstre. Quoi. Donc, de toute façon, Charlie, il a besoin de figures comme ça. Est-ce que les gens comprennent pas? Il n'est pas leader, Charlie. Il ne sera jamais leader. Il est obligé de suivre un peu certains mentors quelque part. Et là, cette fois-ci, c'est Rose. Quoi. Et Rose, qui a quand même un vrai rôle. Mais arrête de te moquer. Mais t'arrêtes de te moquer. C'est terrible. Maintenant, j'imagine l'île, mais gérée par Rose. Mais non, bref. De quoi tu parles? Mais tu spoil toute la série. Non, le groupe a été géré par Rose. À la place de Jack, tu mets Rose. Ouais. Non, ça peut penser à une autre série qui s'appelle Midnight Mass, où il y a un peu un personnage comme ça qui essaie de... Tout à fait. Très bonne série. Ouais. Tout à fait. Et hop, Rose et Charlie. Et ensuite, on arrive à Jack et Kate qui déterrent le cadavre du Marshall. On a juste le début on commence à creuser, puis on part tout de suite sur le flashback, en fait, la suite du braquage, où le braqueur appelle Kate Maggie. Du coup, on comprend qu'elle lui ment aussi. Et là encore, ils vont jouer sur le fait qu'elle a été battue, parce qu'il lui dit frappe-moi et tout, il lui donne des vrais coups de poing.
pour que ce soit crédible notre mensonge en fait. Ils en rajoutent. C'est une scène un peu de transition. Enfin, on n'apprend pas grand-chose. Le directeur finit par céder. Personne n'y croit. Ça fait un peu répétition cette scène, tu vois, ça a longueur. Quoi. Ça fait un peu remplissage. On a déjà compris un peu les enjeux de ce flashback. C'est juste que il faut convaincre le directeur une nouvelle fois de la suite. Le flashback sert à rien. C'est ce qu'on vient de dire. C'est pour nous rappeler que le directeur il croit Kate, il la croit victime et puis elle va encore le trahir dans le flashback suivant. Mais en fait, elle est en train de le manipuler. On en a parlé juste avant. Quelqu'un l'a dit. Elle fait comme à Jack en fait. Ce qui compte là, c'est la scène suivante. En fait, c'est qu'elle va tenter aussi de manipuler Jack, puisqu'ils vont déterrer vraiment le cadavre, retrouver le portefeuille. Elle va faire un tour de passe-passe en fait en disant il y a des asticots dans le portefeuille. Elle le lâche en criant et puis Jack le ramasse. Lui dit ah bah putain il y a rien dans ce portefeuille. Ah mince. Et il lui dit mais montre-moi ce que t'as pris dedans. Enfin, il comprend tout de suite qu'elle a fait un hand tricks quoi pour récupérer la clé. Il est très perspicace, je trouve, Jack, dans cet épisode. C'est magnifique. Ouais. Et en fait, il connaît je pense que Kate, il a compris comment Kate le sous-estime et Jack, lui, il a déjà compris comment fonctionne Kate parce qu'il est amoureux d'elle depuis plusieurs épisodes en fait. Mais c'est un médecin brillant, ne l'oublions pas. C'est quelqu'un de fantastique, il a de très belles mains, voilà, il faut le dire. Il a de très très belles mains, ouais. D'ailleurs, il y a une scène, il lui chope le poignet là pour lui faire ouvrir la main. Mais quel érotisme, quel érotisme. Ah, mais l'érotisme, d'accord. L'érotisme dans Lost par Faye, bientôt un épisode hors série. Jack, il a une salle spéciale chez lui. Dans la grotte, il y a une salle spéciale. À la Christian Grey. J'aime beaucoup cette scène, en tout cas, autour de ce cadavre et tout. On voit ça que dans Lost, je trouve. On déterre le passé, on revient. On n'oublie pas la série, n'oublie pas aussi cette histoire de. Le troisième cadavre, putréfaction de l'épisode. Ils aiment ça, ils aiment ça, ça les occupe. Voilà, peut-être aussi un stock de cadavres en plastique qu'il fallait rentabiliser. Il y a XP qui parlait de l'aspect Hitchcockien, mais je trouve que Alfred Hitchcock est tout le temps associé à Kate. Vraiment. Ouais, non, mais elle est tout le temps. Là, l'idée est super. Enfin, je trouve que c'est super bien écrit entre les personnages. Puis là, on va voir. Ça va finir par Jack. Évidemment, il est déçu par Kate une nouvelle fois, et ça va le marquer parce que ça va être une succession de déceptions en fait. Sa relation avec Kate, et c'est terrible. Et là, il est en train de le comprendre, en fait. Mais il faut lui faire un câlin, ce garçon, le pauvre. Oh. Ouais, si t'avais été là, je l'aurais protégé, oui. Pendant que James, non, pas du tout. Bref. Moi, j'aurais poussé. C'est la fin de l'acte 3, déjà. On arrive dans la dernière partie de l'épisode, où les choses vont se révéler pour nos personnages. C'est vrai que je vous donne pas. Est-ce que vous arrêtez, vous dites tout ce que vous voulez, hein, je vais pas trop vite. Oui, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Je trouve qu'on va plus vite que d'habitude, c'est pour ça. T'as vu, c'est parce qu'il y a moins de choses à dire sur il n'y a pas grand chose à dire sur les on gardons pour la conclusion alors. Gardons pour la conclusion des arguments pour le démonter si vous voulez. Enfin, l'acte 4, tout se résout. Du coup, Shannon, elle réussit pas à traduire. Ah non, ça résout plus tard. Mais elle réussit pas à traduire les textes en français. Saïd, il commence à s'énerver aussi. Ça fait la journée qu'il est dessus. C'est là qu'il l'engueule, ouais. Il lui dit mais non, mais ok, ils se disputent. Et finalement, on se dit. Mais la vieille française, elle est complètement conne. Elle écrit tout n'importe comment. Là, on est très dans le soap opéra, hein, parce que c'est clairement une scène. Hop, on se dispute et puis pour mieux se réconcilier plus tard. Après, on sent là aussi la tension déjà. Si c'est pas forcément sexuel, mais amoureuse qui transparaît par le jeu des acteurs et puis par ce qu'ils ont à jouer en fait, tout simplement. Je trouve que ça marche. Moi, j'aime bien ce couple. Vous qui aimez bien les couples dans les séries. Moi, j'aime bien ce petit couple Saïd Shannon, non? Moi, j'aime bien. Surprenant et tout. Ils sont mimi. Mais ils sont mimi. T'es fan de Saïd, James? Non, je suis pas fan de Saïd. Moi j'aime bien. Oui, ils sont mimi, puis je trouve que c'est un couple inattendu. Surtout dans le contexte de la série, tu t'attends pas à voir la blonde américaine typique avec une personne. Soldat irakien. Non, mais ça c'est chouette. Et puis ils vont jouer dessus. Ils vont jouer dessus dans la série aussi plus tard sur le fait, sur leur différence en fait de milieu de départ. Et puis sur cette île, ils sont tous au même niveau, donc. Il est pas censé être amoureux de quelqu'un, Saïd, déjà. Oui, elle est pas là. Alors, je t'explique que c'est un homme. Alors, non, ce sera expliqué ça, mais faut pas le dire.
À ce stade, on peut penser qu'il la pense morte aussi. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on a vu le flashback dans son épisode. Le flashback, on peut se dire qu'elle est morte. Donc voilà, écoute, James, c'est un homme, ça lui démange, voilà, bon. Ouais. Et puis surtout, là, ils en sont au stade où ils ont compris que s'ils sortent de cette île, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais. C'est ça, ils sont bien installés là. On est genre au 21, 22e jour où ils sont sur l'île. Ah oui, déjà, c'est fait. Ouais, c'est à peu près du coup 2 jours. Un épisode, après c'est 2 jours. Wikipédia, enfin, je pense que ça s'appelle l'Ospédia, je crois que ça s'appelle le site. Ils disent jour 21, 22 dans la fiche. Après, là, il y a clairement une ellipse entre l'épisode précédent et celui-là. On ne sait pas vraiment combien de temps s'est passé, mais c'est pas directement après. Ensuite, il y a une scène que j'aime beaucoup. C'est peut-être une de mes préférées de la première saison. C'est Jack qui vient chercher la mallette auprès de Sawyer. Vous vous rappelez de cette scène sur la plage là? Et là, Jack lui dit, en gros, hein, je résume pour que tout le monde a vu cette scène. Il lui dit, mon petit gars, c'est moi le chef en fait. C'est moi qui décide, c'est moi le médecin. Donc si tu me donnes pas la mallette, je te donne pas tes antibiotiques et puis je vais te couper le bras quoi. On va devoir t'amputer tout ça. Et l'autre dit, je savais quoi tu penses. Ouais, il essaye un peu de faire malin Sawyer et puis il se calme très vite quoi. Il comprend, en fait, il comprend très vite sa place. Et là, Jack, il en impose dans cette scène. Il fait flipper quand même. Ouais, mais il y a quand même Sawyer qui lui fait comprendre. Il fait comprendre que Jack est un con. Parce qu'il lui dit, ouais, c'est l'autre qui te manipule, t'es bien content, tu te la joues, mais en fait, t'es une grosse merde, quoi. Vas-y, Sophie, excuse-moi. Non, mais oui, que de toute façon, on sait très bien, comme Sawyer, que Jack, il mettra pas ses menaces à exécution, de toute façon. Mais même pour le reste du groupe, il y a juste une tension dans la scène. Et puis, on sait que c'est le triangle amoureux avec Kate aussi, donc c'est un peu l'enjeu de... ils se battent pour perdre pied, Jack. Mais là c'est le yin-yang, c'est-à-dire le côté de Kate qui est agressif, qui est colérique, qui est dans le déni, et l'autre côté qui est plus doux, qui dit ah mais non, il faut affronter les choses, tu vois. Donc c'est les deux côtés de la psyché de Kate qui s'affrontent entre le déni et voir la vérité. Et il y a un plan super à ce moment-là, d'ailleurs, au moment où il y a la transmission de mallette, il y a un plan large où ils tiennent tous les deux la poignée de la mallette, et puis Jack va pour la prendre, et Sawyer le retient un coup, il lui dit elle est en train aussi de te mentir, elle ment à tout le monde. Enfin, il la prévient il parle de lui-même, quoi. Il lui dit elle est comme moi, fais attention, quoi. Et la mallette devient la métaphore de Kate dans cette image. Tout à fait. Puisqu'on va enfin savoir ce qu'il y a dans la mallette, puisque ça va être la scène suivante, tout simplement. Moi, je peux vous le dire, il y a une photo de Nicolas Cage dedans. Merde. Ça aurait été génial. C'est clair. L'apparition surprise. Après cette scène de chantage médical, hein, on peut le dire comme ça, il est terrifiant, ce Jack, c'est honteux de faire ça, mais bon, il le fait quand même. Il rejoint Kate. Le serment d'Hippocrate. Il peut se carrer là où on pense. Il utilise son pouvoir quand il fait de l'abus de pouvoir. Il a laissé faire une torture, mais parce qu'il n'avait pas bien vu. Il n'avait pas compris. C'est pas ça. Il s'affirme un peu plus en tant que chef. C'est vrai que précédemment, on l'avait vu effectivement accepter une torture. Donc, est-ce que Jack est quelqu'un de si bien que ça? On se pose la question. On comprend. Non, mais c'était un peu le sujet de l'épisode aussi précédent. Il est obligé de faire des trucs qu'il veut pas forcément. Ils sont dans un contexte particulier. Quand même. Jack mentirait aussi. Mais tout le monde ment sur cette île. Mon Dieu. On arrive sur le dernier flashback de l'épisode. On comprend que juste pour revenir sur le fait que Jack a déjà torturé, mais on rappelle aussi qu'il a laissé torturer Sawyer. Donc est-ce qu'il y aurait pas un rapport? Il n'a pas torturé lui-même, il a donné l'ordre de le faire. Il a laissé faire et voilà. Donc en plus c'est les blessures qu'il a écopées suite à cette séance de torture en plus. Hein, donc il n'avait pas bien vu ce jour-là, il n'était pas bien réveillé, il avait compris posture. Il utilise une méthode de salopard en fait, tout simplement. C'est pas trop Dark Boone que Dark Jack qu'on voit dans cet épisode. Dark Jack, mon Dieu. À ce moment-là, en tout cas, oui, il est dur. T'imagines Dark Jack avec un bandeau sur l'œil? Mais alors là. Il aura de la barbe plus tard, il aura une grosse barbe. Trop bien.
Vivement qu'il ait une grosse barbe. C'est moi ou c'était un spoil? Tout ce que vous dites à l'expression de Bah, James. quand tu passes du temps sur une île déserte, la barbe elle pousse. Oui, voilà, ça pousse de partout. Pour toi, mais moi, je parlais de cette histoire de. De cache-œil, non. Le cache-œil, c'est juste moi qui ai envie d'en mettre à tout le monde. T'inquiète. On arrive sur le dernier flashback de l'épisode où on comprend que Kate a menti aussi au braqueur, que c'est elle la chef, le cerveau de ce braquage, et que elle fait tout ça pour récupérer le contenu d'un coffre-fort, et qui est évidemment le même contenu que la mallette qu'il y a sur l'île. C'est là que les deux histoires se rejoignent. On voit donc que elle bute tout le monde. Ouais. Il y a une scène de baston, t'as raison de le souligner. Oui. Elle n'en a rien à foutre des braqueurs, elle leur tire dessus, tout simplement. Sans se poser de questions. Parce qu'en fait, ils sont à deux doigts de tuer le directeur. Elle est vénère, parce que le premier, elle lui tire dans la jambe, le deuxième, elle le bute. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on voit qu'elle sait se servir non seulement d'une arme à feu, qu'elle sait se battre, qu'elle est dangereuse, en fait. Mais moi, je trouve que Kate, elle est pire que Sawyer. Tout le monde en a après Sawyer, mais la pire, c'est Kate. Mais c'est ça, je disais, Sawyer, c'est un criminel en carton, quoi, comparé à. Sawyer, c'est un arnaqueur. Alors que là, elle, c'est vraiment une vraie criminelle, une braqueuse de banque, une menteuse professionnelle. On n'a pas parlé de la scène. Après, quand même, c'est censé être un high level, quoi. Le Marshall, c'est clair. On n'a pas parlé de la scène où elle fait semblant de ne pas savoir se servir d'une arme. Quand il y a l'espèce de. Là, c'était dans le flashback précédent, dans la scène de flashback encore avant. L'épisode 2 de la série, où elle avait fait pareil, justement, quand elle prend le flingue de Sawyer, elle dit je sais pas comment il faut faire. Alors que c'est totalement faux. XP qui dit que Kate donne le saturnisme aux gens. Voilà. Tu dis ça parce qu'elle les crible de plomb. Elle les défonce en tout cas. Mais en tout cas, c'est intéressant à mettre en parallèle avec ce qu'il y a dans la valise. Oui, parce que du coup, au moment où elle ouvre le coffre, on découvre qu'il y a une enveloppe, évidemment. Il y a encore une boîte dans la boîte. Les fans de Jean-Jacques Abrams sont là. Dans la boîte. Et on revient au présent. Du coup, effectivement, ils ouvrent. Elle est avec Jack dans les grottes et ils ouvrent enfin le contenu. Ils ouvrent enfin la mallette pour découvrir son contenu. Donc, effectivement, il y a des armes à feu, il y a des papiers du Marshall et il y a une enveloppe d'effets personnels qui est la même enveloppe qu'il y a dans le coffre, en fait. Et qu'est-ce que Kate sort de cette enveloppe? Elle sort un avion, une petite figurine d'avion. C'est pas le Océanique sur lequel ils sont venus, mais ça aurait pu. Non, c'est un autre. C'est vrai que là, tu te dis, est-ce que. J'imagine ça aurait été l'Océanique. Ça aurait été trop drôle. Par contre, on est censé y penser, peut-être, je sais pas. Je pense que c'est fait exprès. Après, ça représente aussi. Parce que du coup, c'est très symbolique. Ça représente peut-être la liberté, tout simplement. Mais Jack, c'est encore un autre mystère. Parce que Jack va lui dire, mais du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce putain d'avion, quoi? Juste, je me permets, mais sur l'avion, en fait, il y a un gros plan au moment et on peut voir des chiffres. Les chiffres 50 et 25. Et d'après IMDb, j'ai appris qu'en numérologie, ces chiffres symbolisent de grands bouleversements et de grands changements dans la vie. Et donc, alors, s'ils ont pensé à ce genre de détails, ils sont forts. Forts. Franchement. Et donc, Jack lui dit, qu'est-ce que c'est cet avion? Voilà, mais là, c'est une scène aussi plutôt forte, où Jack, il la pousse à bout, là. Pareil, il la secoue dans cette scène sous la grotte, là. Il lui dit, vas-y, dis-moi maintenant, enfin, arrête de me mentir. Il est plutôt vénère. Il la pousse à lui dire... Elle lui dit d'abord, ça appartenait à l'homme que j'aimais. Ouais. Et Jack n'y croit pas, donc il pousse encore, et puis elle finit par lui dire, en pleurs. Elle joue très bien, d'ailleurs, Evangeline Lilly, à ce moment-là. Elle dit ça. Ça fait la grimace, j'ai fait exprès pour voir. J'ai regardé James direct. Et elle ne le regarde pas. Et elle dit c'est l'homme que j'ai tué. Et je trouve ça intéressant parce qu'on vient de voir un flashback où elle a buté des gens à rien à foutre. Mais alors visiblement le propriétaire de cet avion, ça l'a touché. Alors ouais, tu as tout à fait raison. Mais pour moi, c'est ce qui a déclenché toute la cavale. C'est ça qui fait qu'elle est une criminelle en fait. C'est un petit avion. Moi, je sais pas. Sur moi, je me dis, c'est un gamin qui a tué. Peut-être. Je pense pareil. Ouais. Ouais, elle a peut-être tué un enfant. Ce qui expliquerait le fait qu'elle soit hyper. Parce que tu vois, elle fait des trucs de ouf pour récupérer juste un petit avion. Donc je fais. Ça doit être. Mais la scène est plutôt forte. Et justement, ça rajoute un mystère sur Kate. En fait, ça rajoute, sans nous dévoiler non plus, parce que c'est tout un enjeu autour de ce personnage, de savoir ce qu'elle a vraiment fait dans le passé. Là, on en sait un tout petit peu plus. Elle est une criminelle, mais c'est parce qu'elle a tué quelqu'un pour qui elle avait des sentiments. Pour qui elle avait des sentiments. Et c'est plutôt bien fait. Donc en fait, c'est tout simplement ce qu'il y a dans cette valise.
c'est le passé de Kate, en fait, qu'elle essaye de cacher. C'était ça le mystère de cet épisode, enfin, de cette course. Et c'est une bonne idée. Bah oui. C'est peut-être prévisible, mais c'est une bonne idée. Puis c'est intéressant parce que tu comprends aussi que le Marshall, il s'est servi de ça pour essayer de la choper, puisqu'on dit que c'est le Marshall qui a mis ça dans le coffre pour la tirer. Donc ça montre encore plus que le Marshall aussi, il connaissait et il savait que c'était vraiment un truc méga, méga important pour elle. En tout cas, c'est une bonne illustration de ce que c'est un MacGuffin. Ouais. Oui, carrément. Tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, est-ce que Sophie, tu veux faire une définition rapide? MacGuffin, c'est un élément qui est placé, qui a une importance pour les personnages et l'intrigue en général, mais faire avancer l'intrigue, qui va faire avancer l'intrigue, mais qui a l'air d'être complètement anodin pour le spectateur et qui va revenir et qui va limite devenir un peu une obsession pour les personnages durant la série ou le film. Voilà. C'est ça. Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, cet objet. C'est ce qu'il y a tout autour de cet objet. Ce que ça entraîne qui fait que c'est important. Et il me semble que c'était un peu Hitchcock qui était un peu le master of MacGuffin. Hitchcock faisait ça, ouais. C'est lui qui théorise ça. Et puis dans Pulp Fiction, pareil, il y a tout à fait ça. La mallette de Pulp Fiction où on voit jamais ce qu'il y a dedans. La seule fois où on voit ce qu'il y a dedans, ils sont éclairés comme si c'était des lingots d'or. Bref. On voit dans Community, si vous avez, je veux pas spoiler, mais elle apparaît dans Community et cet épisode est très cool. Oui, c'est vrai. Community, c'est vraiment très cool. Ouais, c'est une très bonne série. Finalement, Jack lui fait parler Kate et puis il est déçu et il lui dit, il lui dit rien en fait, il se casse, il la laisse en larmes avec sa mallette à la con et son petit avion, et il s'en va. Il est dur. Hein. Il lui tourne le dos. En fait, c'est une des premières fois de la série où il tourne le dos à Kate, tout simplement. Alors qu'avant, il allait toujours vers elle, essayer de la retrouver. Il trouve la confiance, puis au bout d'un moment... il en a ras-le-bol, quoi. C'est pas, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes, je sais pas quoi. Le fameux dicton. Il y a un peu de ça, je pense, ouais. Il commence à être un peu désabusé et de se dire, putain, elle se fout vraiment la gueule du monde. Et à la fois, c'est vrai qu'on éprouve, enfin moi en tout cas, j'ai éprouvé ça aussi un peu à la fin de l'épisode, c'est-à-dire que, ok, ça a l'air important pour elle, mais contrairement à la lettre de Sawyer, où à la fin de son épisode, on sait exactement ce qu'il y a derrière, et du coup, on comprend mieux toute l'attitude. Il devient beaucoup plus attachant, ouais. Là, on sait toujours pas. On sait juste qu'elle a tué quelqu'un, mais qui sait, pourquoi, on sait pas. Et du coup, t'as du mal à t'attacher à elle, et du coup, tu peux éprouver comme... T'as totalement raison. C'est pour ça que c'est un personnage qui n'est pas trop aimé, je pense, parce qu'il y a trop de mystères autour d'elle, et puis les scénaristes, ils jouent dessus vachement. Et ça ira jusqu'à un épisode qui va carrément... il y aura enfin pourquoi elle a fait tout ça, et puis ce sera le titre de l'épisode, carrément. Quoi. Qu'est-ce qu'a fait Kate, quoi. What Kate did. On t'entend plus, Faye. On ne t'entend pas, Faye. Ouais, on n'entend plus Faye. Mais je pense que c'est parce qu'on n'entend plus James. Mais James, il est parti, là. Je crois qu'il a démissionné. On a dit trop de bien de Jack. En fait, fait le... Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que le SWAT vient de débarquer chez eux. Il se passe quelque chose. James qui m'a coupé le micro, ce méchant. Bon. Donc, qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Ah oui, je parlais de Kate, que en fait, plus ça va, plus Kate, en fait, elle devient négative. Parce que moi, au début, quand on la découvre, je me dis, ça se trouve, c'est peut-être une femme qui essaie de fuir son mari. Tu vois, tu te dis, il y a peut-être des trucs d'argent, c'est peut-être rien du tout. Et en fait, plus tu apprends des trucs sur elle, plus tu dis, mais en fait, elle est super méchante, elle a tué plein de gens, elle me fait peur, cette dame, elle arrête pas de mentir. Enfin voilà, elle devient antipathique. Oui, tout à fait. On passe à la dernière séquence qui se passe sur la plage de nuit. C'est là où on voit que les survivants, il fait une sorte de scène de transition. On voit les survivants marcher avec le soleil couchant et tout. C'est plutôt là encore, ils exploitent à fond le décor de l'île de Hawaï sur laquelle ils tournent. C'est super bien fait, super beau. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Et ils s'installent un peu ailleurs sur la plage et on va retrouver tous ces nouveaux groupes de personnages, tous ces petits duos qu'on a vus dans l'épisode. Donc il y a d'abord Charlie qui retrouve Rose. C'est là qu'ils vont parler de religion, effectivement, puisque ça va commencer par
Charlie qui lui dit votre mari il est mort, et puis Rose lui dit non, il est pas mort, je sais qu'il est pas mort, quoi. Je sens qu'il est pas mort. Elle avait déjà fait quelque chose comme ça au début. À Jack, Jack, c'est un truc récurrent sur son. Et ça va être à l'époque de la diffusion de la série, c'était une des théories discutées, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce mari et tout ça? Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'elle est folle et qu'en fait elle avait pas de mari? Il y a plein de questions comme ça. Il y avait plein de théories, plein de questions, à la bonne époque. Mais après, moi, j'ai du mal avec le côté religieux. Mais après, je pense que parce que ça finit par une prière, en fait. Je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu. Après, c'est les Américains, pour eux, la religion, c'est important. Mais c'est fou parce que je trouve qu'on avait. Je trouve que, tu vois, tu aurais pu avoir une approche psychologique. Moi, je suis plus pour la psychologie. Évidemment. Mais après, je comprends, on a tous besoin d'avoir quelque chose qui nous aide à aller mieux, à tenir. Mais c'est vrai que moi, le rapport que j'ai avec la religion, ça a tendance plutôt à me faire sortir de la colère. Donc, quand il y a des scènes comme ça, je suis soit mal à l'aise, soit en colère direct. C'est marrant alors que t'aimes bien. Mais je pense que c'est. Mais Locke, c'est pas pareil. C'est la foi. Locke, c'est la foi. C'est la foi dans ce qui. Après, l'espoir, dans ce qui m'intéresse. Là, c'est. Voilà, le fait. Oui. A raison. Peut-être qu'en fait, elle a pas de mari. Bah oui, peut-être qu'elle est complètement folle et qu'elle se inventée. Hein. Il y a des gens comme ça. En tout cas, ça fait du bien à Charlie parce que là, il se met à se pleurer. En fait, il fond en larmes et elle est là pour le réconforter en lui disant qu'ils sont protégés par Dieu. T'as pas pensé à Buffy, le premier épisode de la saison 2, justement, quand Buffy elle revient et qu'elle est en trauma parce qu'elle aussi elle a vécu des choses. Elle est morte. Et elle est énervée jusqu'à qu'elle pète en fin, qu'elle laisse tout sortir à la fin de l'épisode. Et la réaction de Charlie me fait penser à ça. Tout à fait. Excellent épisode. When She Was Bad. Quand Charlie meurt, il y a un nouveau membre des Drive Shaft qui naît. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Mais par rapport à Buffy. Ce n'est pas un. Ah, ok. D'accord. James, tu vas beaucoup trop loin. Hein. À chaque génération, un Charlie apparaît, c'est ça. Il y a un membre de Drive Shaft. Purée, j'avais pas compris. Tu faisais un spoil sur la série. Non, mais les choses sont au montage. C'était une blague nulle. Alors, par contre, cette dernière séquence qui est magnifique parce qu'on dirait que les persos sont isolés dans leur petite bulle de romance. Oui, mais ils sont quand même tous ensemble, t'as raison. Oui, parce que la caméra continue, en fait, après, elle passe sur un autre groupe de personnages, elle passe sur Shannon, qui retrouve Saïd et qui lui explique, en fait, le texte, elle a compris ce que c'était, c'est une chanson. Ouais. Tout à fait. Et là, James, c'est là que tu vas nous chanter cette chanson, puisque c'est en français. Si, c'est écrit dans le conducteur, James le chante. Attendez. Attendez, oui, c'est écrit. Hein. C'était pas écrit, je le rajoute, du coup. Voilà. Non, ça ne fait pas partie de mes compétences. C'est la chanson de Charles Trenet qui s'appelle La Mer. La Mer, ouais. Et alors, cette chanson, en fait, des reflets d'argent. C'est la chanson de Nemo. Ouais, voilà, on l'entend dans Nemo. Et alors, elle en parle à un moment donné. Elle parle du fait qu'elle regarde un animé avec. Oui, c'est ça, c'est comme ça. J'ai des précisions à donner sur plein de choses. Vas-y, déjà, il y a des gens qui râlaient parce qu'ils disaient que la chanson en français, on l'entendait pas dans Nemo. Mais en fait, Shannon, elle était en France. Or, en France, pour la version DVD, Robbie ou Robin, je sais plus, le chanteur. Je confonds. Williams, c'est Robbie Williams? Non, Robin Williams. Robbie. Oui, non, mais la version, elle est refaite pour le truc. Et bref, le chanteur, qui était un ex de boys band, machin Williams, vous cherchez, je confonds toujours avec l'acteur. Bref, il a réenregistré pour le DVD français la chanson en français. Mais si vous l'aviez vu au cinéma, le film, la chanson était en VO. Voilà. Et j'ai fait des recherches sur la chanson La Mer de Charles Trenet. Et j'ai découvert un point intéressant. Savez-vous comment il a eu l'inspiration de cette chanson? En s'écrasant sur une île? Non. Tu vois, ça aurait été génial. Non, il faisait un voyage de Montpellier à Perpignan et il a eu l'inspiration dans le train. Donc voilà, et nous on est à Montpellier, tout est lié, et des années plus tard, nous on a fait des chansons sur l'os. Et alors ce qui est marrant, c'est quand il a écrit la chanson, il voulait pas l'enregistrer parce qu'il disait une chanson sur la mer, c'est n'importe quoi, gna gna gna. Et en fait, un jour, il est allé aux États-Unis et il a entendu la version américaine de la chanson et il a appris que ça avait eu un gros succès là-bas, donc il a dit c'est bon, je vais le sortir en français. D'accord. Et depuis ça a été un immense succès. Je crois qu'il y a eu plus de 70 millions de c'est son plus grand tube. Ouais. Mais vous voyez, tout est lié.
Tout est lié, ouais. En tout cas, la scène se transforme. C'est plutôt, moi, j'aime bien cette scène parce que d'habitude, ça finissait ce genre de séquence dans les épisodes précédents avec un morceau, une sorte de tube de pop américaine, un peu lambda, quoi. Là, c'est Shannon qui se met à chanter et puis la scène continue. On voit les autres personnages. Et elle chante plutôt bien. Hein. Et je la trouve poétique et il y a un côté berceuse. Et comme on a vu Charlie qui était en pleurs et qui se met contre Rose, t'as le côté genre je me fais bercer. T'as l'impression que tous à la fin ils trouvent le réconfort parce qu'ils ont quelque part affronté quelque chose. Tu vois, t'as Shannon qui a affronté le fait que elle a un gros syndrome, pas de l'imposteur, mais un gros manque de confiance en elle où elle pense qu'en fait elle est nulle, qu'elle sait rien faire, alors que si. Et il y a Saïd qui lui a montré qu'elle pouvait. On a Charlie qui a affronté son trauma. On a Jack qui a réussi un peu à pas trop se faire avoir par Kate. On a Sawyer qui est content parce qu'il a emmerdé tout le monde, donc il est bien content. Voilà, tout le monde est réconforté à la fin de l'épisode, à part Kate, qui même si elle a son avion, on voit le regard perdu dans le vide ou qui est très triste en fait. Je pense à un truc sur la musique et la référence à Nemo. Je pense que ça fait son sens parce que en fait les personnages dans Nemo, donc on a suit un petit poisson qui se perd et qui finit dans un aquarium. Et tout le truc, c'est comment il va réussir à sortir de l'aquarium pour retrouver sa famille. Il y a son père qui essaie de le retrouver. Les personnages sur l'île sont pas un peu comme des poissons dans un aquarium? Peut-être. Des sujets d'expérience. Peut-être. Parce que c'est vrai qu'il se passe plein de choses. Puis nous-mêmes, on les regarde comme on regarderait des poissons dans un aquarium. On regarde comment ils évoluent. Est-ce qu'ils vont s'entretuer ou pas Il y a un côté qui était dans la Bible de la saison quand ils ont proposé Lost aux producteurs. Hein, c'était le côté Survivor, le côté Koh-Lanta. En fait, c'est aussi inspiré de ce genre d'émission. Donc, il faut qu'il y ait ce côté-là dans la série. C'est très vrai en saison 1. Après, ça va se perdre au fur et à mesure de la série. Totalement. La série, il y a quand même dans cette scène poétique, il y a un plan sur Boone qui est caché dans les fourrés avec les ombres des flammes là. On se dit, ok, il est là, il est vraiment en mode Dark Boone. Il a complètement vrillé, le mec. Il se préparait pour Vampire Diaries déjà. Et c'est annonciateur de l'épisode suivant, puisque l'épisode suivant, ce sera sur Boone, justement. Tout à fait. Et puis qui regarde d'un mauvais œil que sa sœur a l'air de se rapprocher de Saïd. Ouais, elle est plus inutile en 2 secondes, alors que lui, il a fallu qu'il aille avec le chauve complètement taré dans la forêt. Parce qu'en fait, lui aussi, tu sens qu'il a besoin d'être validé. Et au final, il n'y a que Locke qui sait ce qu'il fait. Locke qui est déjà le mec à part du groupe. Quoi. Donc, bon. Ou alors il a des pensées pas très saintes pour sa sœur. Bah oui, t'as raison d'en parler parce que si, t'as totalement raison. Il est dans la jalousie parce que on le saura dans l'épisode suivant, mais la relation Boone-Shannon est très très compliquée. Et ça se finit par Jack qui regarde Kate, qui regarde son avion, et Jack, voilà, il se casse. D'habitude, il serait allé voir Kate et lui dire ça va aller et tout. Là, non, il dit démerde-toi avec tes problèmes, j'en ai marre. Déçu, il préfère faire des cours avec Sun sur les plantes. Plus intéressant. Et l'épisode se termine donc sur Kate toute seule. Comme l'épisode avait commencé avec Kate toute seule. Et voilà, la communication, les enfants, communiquez, acceptez vos émotions, sinon vous vous retrouverez tout seul avec un avion, voilà. Exactement. Ou avec Boone, c'est encore pire. Fin de l'épisode, donc. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? On peut commencer. Vas-y, d'abord, James, vas-y, commence. Tu l'as dit, hein, c'est un épisode de remplissage. Vas-y, James. Un épisode de remplissage. On n'apprend pas grand-chose. Moi, je suis pas très fan de tout l'arc autour de Kate. Je pas un personnage que je trouve aussi intéressant que ça. Et ça avance pas trop sur le lore, donc je l'ai pas trouvé terrible. Ça avance pas du tout sur le lore, c'est sûr. Mais il y a un peu de Sawyer, donc pourquoi Sawyer fait partie de. Ouais. En fait, c'est un épisode. Ça fait avancer les personnages principaux qu'on voit le plus souvent, parce que là, on peut se demander aussi pourquoi Kate a alors un autre épisode flashback, alors qu'il y en a qu'on n'a pas encore vu. Et son flashback, il est complètement inutile en fait. Son flashback, il est un peu trop. On apprend rien, il n'y a pas de. C'est un peu trop similaire à celui de Sawyer où on apprenait rien non plus sur l'île. On apprenait sur l'île et on n'apprenait pas dans le flashback. Là, c'est pareil, quoi. Celui sur Sawyer, je le trouvais plus intéressant parce que on en apprenait sur la psychologie de Sawyer, alors qu'on apprend
pas grand-chose sur la psychologie de Kate au travers de son flashback. À part que c'est qu'elle ment. À part qu'elle est vraiment dangereuse. Elle tue des gens de sang-froid, elle ment tout le temps. La meuf, elle se croit dans Ocean Eleven, quoi. Ça, en fait, ça fait redite. C'est pour ça qu'il est frustrant cet épisode, parce que ce qu'on a, c'est déjà. Alors que, par exemple, tu citais l'épisode sur Sawyer, l'épisode de Sawyer, on avait une nouveauté, c'est-à-dire qu'on le prenait pour un espèce de vieux Texan pourri pété, alors qu'en fait, non. Le gars, c'est pas du tout ça. Il est intelligent, il sait faire plein de trucs, il a un côté charmeur, machin. Donc, il y avait vraiment une découverte du personnage. Là, ça fait vraiment redite, puis c'est frustrant parce que l'épisode d'avant, on a quand même eu Charlie pendu, on a eu Ethan qui était hyper menaçant. L'épisode d'avant, ils avaient passé la deuxième. Puis le coup avec finalement, j'ai rien vu, c'est impossible. Oui, non, mais c'est super frustrant. Il nous fait une Scully, là, c'est méga frustrant. On sent clairement l'épisode de transition, de remplissage, de temporisation. On peut appeler ça comme on veut. C'est ça, nous, on veut juste savoir où est l'éclair, on veut juste. On se dit, mais pourquoi ils continuent pas à poursuivre Ethan? Pourquoi ils font rien? Enfin, moi, je sais que la première fois que je l'avais vu, ça m'avait un peu énervé. Je me suis dit, mais bougez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Allez la chercher, la meuf, elle est enceinte et tout. C'est vrai que tu te dis, mais pourquoi ils ont l'air. En plus, ils ont l'air tous heureux d'être pépères, avec leur valise débarrassés. C'est un épisode qui n'est pas très apprécié, en tout cas. Et en plus de ça, ils passent tout le temps à déménager les valises et tout, mais ça fait genre. L'épisode dernier, déjà, on disait la mère et moi, il faut faire quelque chose. Non, il disait pas avant. Non, il sauf que quelqu'un l'a déjà dit l'épisode précédent. Ça, quand tu. Sur la longueur, c'est un truc qui est intéressant, je trouve. Sans vouloir spoiler, c'est un truc qu'on peut expliquer par des trucs qu'on va savoir plus tard. Et c'est intéressant qu'il y ait ça qui arrive. Comme quoi, tu vois, ils sont pas cons, ils ont quand même utilisé des choses qu'ils ont mis en place. Ouais, quand tu revois la série, tu te dis. Mais bien sûr. Non, mais c'est très bien écrit. C'est ça que. Enfin, là, je vais. Du coup, je passe à ma conclusion. C'est que c'est un épisode de remplissage, mais que c'est quand même bien fait, bien écrit. Ils utilisent ce qu'ils ont mis en place, les relations entre les personnages. Ça fonctionne. Et puis, même si c'est des thèmes qu'on a déjà vus, en fait, le faux semblant avec Kate, le triangle amoureux, encore une fois, qui est réutilisé. C'est vrai qu'il sert quand même à quelque chose. Il y a DJ Paragon qui dit qu'il n'a pas eu sa dose de Locke. Mais oui, pas assez. Effectivement. On l'a vu une fois, il est splendissant, mais bon, pas assez. Et en plus, on voit même pas la trappe du tout. Par contre, je trouve que cet alors épisode... qu'on sait très bien ce qu'ils font. Mais je veux dire, cet épisode, le truc intéressant, c'est que la semaine d'avant, il fait un épisode, pas nous, mais dans l'épisode d'avant, on avait vu qu'il y avait des menaces extérieures, mais là, cet épisode permet de montrer aussi que la menace, elle est intérieure et qu'en gros, il suffirait d'un petit truc pour que le groupe il parte en couille. C'est par rapport au fait que je disais au tout début qu'il y a Lindelof, faut pas l'oublier sur cet épisode, parce que en fait, Lindelof, il est toujours là quand il faut faire développer les personnages, notamment Kate et Sawyer. Tout ce côté personnage un peu en décalage, qui ment en permanence. Lindelof, il aime bien écrire ces persos-là, et du coup, c'est pas pour rien que là, il revient sur cet épisode et il fait un peu la même chose qu'il a déjà fait sur Sawyer. C'est un peu dommage. Je pense que le petit bémol de cet épisode et pourquoi il semble un peu pas atonal, mais dans un ton différent des autres, c'est que aussi il y a toute cette musique très joyeuse. C'est pas des moments de comédie, c'est des moments de triangle amoureux très pas burlesque, mais comment ça s'appelle, les trucs où ils se passent leur temps à se courir après vaudeville, voilà, très vaudeville. Et ça détonne avec le reste, et il devrait être en mode urgence effectivement après l'épisode de c'est pas le cas. C'est pas le cas, et toi tu te dis mais attends, on n'a pas t'as raison, puis il y a des scènes qu'on n'avait pas avant, je sais pas, des scènes de paysage avec le soleil qui se couche, où on les voit marcher très loin. Ils vont développer un peu plus ce côté, on exploite à fond nos décors. Ça fait des plans de quelques secondes, mais ça nous permet de remplir. C'est pour ça que je suis un peu surpris qu'ils aient des scènes coupées finalement, parce que finalement. Moi aussi j'étais surprise parce que déjà je trouvais l'épisode long. Ils avaient encore des trucs couper autre chose. plus long encore. Mais par contre, l'épisode donne un truc important pour le site de la série, parce que ce qu'il y avait dans la valise, en dehors de Nicolas Cage et de son avion. Les flingues, ça va être quelque chose qui va être utile pour. Tout à fait. Pour l'instant, ils avaient rien. Ça va devenir un enjeu. Ils avaient rien pour se défendre. Maintenant, ils avaient un pistolet, celui du Marshall justement. Mais maintenant ils en ont plus, ils vont pouvoir se défendre. Et puis ça, c'est bien que tu le dises, parce que dans un truc de survie, une histoire de survie,
surtout américaine. En tout cas, les armes à feu, ça devient un enjeu très vite. Et là, ça va aussi le devenir dans Lost à un moment donné. Quoi. À croire que dans leur série, ils aiment bien donner des raisons pour lesquelles il faut absolument avoir des armes à feu chez soi. Bah, c'est les Américains. Les Américains. Je voulais dire, moi, j'ai pas fait le point sur les anneaux, mais j'en ai un à vous faire. C'est clair, on est un peu... Il n'y a pas un jingle pour le point sur les anneaux? Ah, bah tiens, j'essaierai d'en faire. Hein. Écoutez, je vous merci, pour le montage. Merci. J'essaierai d'en faire. Mais moi, ça me fait penser, voilà, quand ils sont chez Galadriel, donc en Lothlórien, et qu'elle leur parle à tous en tête et qu'elle leur dit attention, votre quête, elle tient à un fil. S'il y en a un qui s'écarte de la communauté, ça va partir en sucette. Et là, c'est ce que montre cet épisode, parce qu'on voit qu'il y a un rien qui peut faire, qui peut pouf partir. On voit qu'elle a raison parce que bah oui. Non mais Galadriel c'est la meilleure. Dans le film il y a un plan sur Boromir à ce moment-là en plus. Mais oui comme par hasard. Hein, bon voilà. Et après j'avais une autre référence qui m'a sauté aux yeux, mais je veux dire c'est n'importe quoi. Sauté aux yeux. Oui ça m'a sauté aux yeux. Quand elle creuse dans la tombe avec Jack autour, je sais pas pourquoi, j'ai pensé au bon, la brute et le truand, la scène où ils sont. Ah ouais moi ça m'a sauté aux yeux. Moi aussi. Voilà. Ça m'a sauté aux yeux. Voilà. Donc j'ai entendu la musique dans ma tête. Moi, j'ai pensé plutôt à des films d'horreur, mais enfin, genre. Oui, aussi. Genre de choses, j'ai pensé aussi à un clip de Taylor Swift. Ou pas du tout. Ah, on l'a pas fait. Il y a des arbres. Il y a des arbres, effectivement. Il y a des arbres. Tree. Ça commence avec un arbre en plus. C'est vrai. D'ailleurs, ce plan sur Kate est un peu sensuel. Elle est assez sexualisée dans cet épisode. Hein. Ouais. Alors, sachez que c'est assez sexualisé entre elle et elle. Elle est tout le temps sexualisée. Pourquoi est-ce qu'on la monte dans l'arbre aussi? C'est parce que l'actrice passait sa vie dans les arbres. Dès qu'on disait couper, elle montait dans les arbres. Elle adorait ça. C'est marrant ça. Qui lui ont dit on va te mettre dans un arbre. Filmer dans l'arbre. Voilà. C'est marrant, elle l'exploitait. Et il y a une scène coupée où on voit que Sawyer il pose des trucs à un endroit pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la valise et il jette un caillou et si ça touche un truc spécifique, ça y est, j'ai compris. Il sait ce que ça veut dire. Il dit des conneries, il fait une référence à Twin Peaks. Voilà. Ok, d'accord. J'ai pas compris. Bientôt un podcast sur Twin Peaks. Je le connais tellement pas. Pitié. Mais si, il faut qu'on le fasse. Voilà, juste pour dire un truc positif sur cet épisode, c'est que moi j'ai bien aimé justement les scènes, même s'il y a cette histoire de religion et tout, les scènes avec les autres personnages quoi. Donc Charlie, même Rose, même Rose, Charlie, Rose, en fait c'est que ça existe quoi. Ou alors Saïd Shannon, le fait qu'on voit Boone et Locke aussi. Et qu'il il se passe des choses sur cette île, comme je le disais pendant l'épisode, quoi. Ils sont vivants, quoi, et on a envie un peu d'être avec eux, tout simplement, quoi. Enfin, même Hurley Michael, c'est marrant. Hurley Michael, ouais, t'as raison, si, mais on les voit tous, Sun, Jack. Ça donne envie d'être avec eux sur l'île, d'être un survivant avec eux sur l'île. Moi, je signe pour y aller s'il faut. Moi, j'ai envie d'y aller. Moi, j'aimerais trop y aller, même s'il y a des bêtes. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui tue les bêtes pour moi. C'est bon. Je pense que du coup, je serai pas dans les derniers épisodes, mais. Alors, c'est pas moi qui vais tuer les bêtes parce que récemment, j'ai sauvé une guêpe au lieu de la tuer. Donc, je suis pas le bon parti. Moi, je vois une bestiole, je fais c'est mignon. Ouais, mais t'es pas en situation de survie. Il faut manger des guêpes, Sophie, crois-moi. Alors, en situation de survie, je peux bouffer des humains. Tu bouffes des guêpes. Ah, des humains. Mais elle rappelle-moi de jamais partir sur une île déserte avec toi. Elle est dans les Yellow Jacket. Alors, écoutez, je viens de trouver une mini fanfiction sur fanfiction.net sur Rose et Charlie. Oh non. Toute la fanfiction, c'est Rose. Avoue, c'est toi qui l'as écrit en fait. Non, mais attendez, vous allez rire. C'est Rose qui apprend à Charlie à prier Dieu et ensuite à se débarrasser de Dieu pour faire de Claire sa déesse et prier pour Claire. Voilà. Oula, je viens de dire le résumé. C'est vrai? Pour de vrai? Ouais, ça s'appelle Charlie Prieur. Ça s'appelle. Si j'ai bien compris. J'ai cru que tu l'avais inventé, quoi. Non, je viens de taper Charlie. Elle est longue. Non, c'est un truc court. Vas-y. Ah non, je lis. Non, ce sera un bonus pour le Tipeee. Il faut chercher. Si vous payez, on vous lit des. Je vous en écris une si vous voulez. Je vous écris des fanfictions Lost. Je vous écris une fanfiction de joke si vous voulez. Moi, j'ai commencé à dessiner et Fave m'a demandé une commission Locke Jack. Ah oui, qui se tiennent la main. Et donc fanfiction Locke Jack aussi. Allez, je vous en fais une pour rigoler. Oh, putain, okay, je sais pas. Dis-moi quand c'est, je serai pas là. À ChatGPT de t'écrire des passages, tu le fais toute seule. Oh, putain, okay. mais elle m'a demandé de faire la même scène qu'il y avait en Vous êtes honteux, j'ai envie de quitter l'émission. J'ai envie de quitter l'émission. Alors, j'invite les auditeurs. Ne lance pas les auditeurs. Non. J'invite les auditeurs et auditrices à envoyer vos fanfictions et vos fan art de vos couples préférés. Allez-y. Ah oui, d'accord. Voilà.
Par contre, évitez, on reste avec des adultes consentants et on laisse les animaux de côté. Je précise. Oh putain. Et les enfants aussi. Vincent et Walt n'ont rien demandé. Laissez-les tranquilles. Attention, les auditeurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cet épisode ou on a fait le tour? Est-ce qu'on a oublié des choses? Sûrement. Ouais, bon. Sûrement, je regarde. Dites-nous en commentaire si on a. Je suis l'impression que c'est les scénaristes surtout qui oublient des trucs. Aussi. Ils se sont un peu moins foulés sur cet épisode, on est d'accord. La photo est sympa. Alors si, info rigolote. Le coffre dans lequel se trouvait l'avion dans le flashback, le numéro c'était 815. Et il y avait à un moment, quand Sawyer tient la valise, on voit une combinaison sur la valise, le chiffre 206, et sachez que 2 plus 0 plus 6, ça fait 8. Et 8. Des chiffres mystérieux. Et 8, c'est un des chiffres. C'est vrai que les chiffres, ils sont pas arrivés encore. Non, c'est l'épisode 18, donc on est loin encore des mystères. Et je dis juste qu'il y a des chiffres, voilà. Et peut-être des lettres. Si on a fait le tour de cet épisode, je crois qu'on a fini le podcast en fait, tout simplement. Est-ce que sur le chat, vous avez des questions sur cet épisode? Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Dites-nous. DJ Parangon et Mirs, il y a du monde. Bah ouais. Est-ce que vous aimez cet épisode? Ils sont calmes. Coupé au montage, tu vois. Ouais. T'inquiète. J'ai aimé la chanson à la fin. Bif bof. D'accord. Ok, super. Mais elle chante bien. Il est fan de Traîner, apparemment. De quoi? Il parle de Traîner. Fan de Chien de Traîner. On sait. Oui, c'était sympa, dit Mirs. Voilà. Parfait. Mais oui, c'est un bon épisode quand même. Moi, ma conclusion en revoyant la série, c'est que ok, c'est pas le meilleur épisode, mais c'est pas le pire quoi non plus quoi. Oh non, franchement, il reste correct. La réal est bien. Ce qui se passe, c'est bien fait. L'écriture autour de la mallette, tout ça, c'est chouette. C'est juste qu'il y a des petites longueurs qu'on aurait pu supprimer, je pense, dans les flashbacks. C'est loin d'être le pire. Voilà. Ouais, je sais pas. C'est loin d'être le pire de la série. Si. Il y a pire. Mais après, c'est le syndrome des séries. Le pire épisode, c'est en saison 3. Il y en a 2 qui sont vraiment pas bien. En saison 3. Il y a Mirs qui nous découvre. Bienvenue parmi nous. Tu as 12 épisodes à rattraper si tu as envie de venir. Ouais, en version podcast. Ouais. Alors, il y a 8 épisodes en version podcast. Et après, le reste, c'est les versions vidéo. D'ailleurs, je mettrai le replay de celle-ci demain sur YouTube. De série, ouais. Parce que j'essaye un peu de faire qu'il y ait moins de retard. Et si tu aimes les séries et les récaps, enfin, c'est pas vraiment des récaps, mais il y a Riley qui fait un podcast sur Buffy. Tout à fait. On est parti sur les rappels. Alors, est-ce qu'on nous suit? Moi, je fais partie d'un podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial, qui fait des analyses de Buffy, des épisodes de Buffy, et on en fait un le 25 novembre. Super. Voilà, le lundi 25 novembre en live. Ça va, je peux regarder. Ah oui, c'est vrai. Tous nos épisodes sont en live. Mais sur Twitch. Ça va. Mais cette fois-ci, on pourra regarder, puisque c'est un lundi et pas un mardi. Ah, trop bien. Oui. Et ce sera regardera. Voilà, ce sera le numéro 60. Et sachez que ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a un petit rythme. Ah ouais. Mais on continue. Vous avez fait The Body ou pas? Je me souviens plus. On a fait. Non, on n'a pas fait The Body. Non, mais qui voudrait en parler? C'est pas possible. On l'a revu. Si, il faut me parler, mais il faut des mouchoirs. Non, mais m'invitez pas pour cet épisode. Nous, on l'a revu cette année. Non, mais c'est pas possible. C'est pas un enfer, mais c'est compliqué à voir. Ça m'a rendu malade tout l'été. Vraiment. Ça dépend de ton état, de ton histoire personnelle aussi, cet épisode. C'est ça qui est fort. Tu le vois de plusieurs manières différentes. Moi, il me. Voilà, et c'est marrant, moi, à ma première, mes premières visions de la série, j'ai détesté Dawn. Et là, on l'a revu cet été avec Faye. Et en fait, j'ai trouvé que Dawn est un personnage super intéressant. En fait, je m'étais fourvoyé. Oui. Mais la même. Tant mieux, c'est bien. Par contre, Riley, non, j'ai pas changé d'avis. Riley est parti. On disait Body, il est déjà plus là. Oui, c'est ça le pire. En plus, quand il revient après, alors il revient avec. Je réponds question dans le chat. Je confirme, elle est aussi dans BioShock. Je l'ai notée dans. Beyond the Sea, la chanson de Charles Train. Ouais. Mais elle est partout. En fait, c'est une chanson qui est méga utilisée dans plein de films, séries, jeux vidéo. Dans la culture américaine, c'est très connu en tout cas. C'est pas étonnant.
dans l'épisode. Oui, donc voilà, je fais un podcast sur Buffy et un podcast de jeux de rôle qui s'appelle JDR Academy. Il y a aussi un nouvel épisode qui sort demain. Voilà. Demain, super. Oui. Et puis voilà, c'est tout. C'est merci. Pas mal. Merci. Nous, vous nous retrouvez tous les mardis, si vous aimez les comics, dans Comics Discovery. Mardi prochain, on parle de Young Avengers. Voilà. Tiens, toi, t'attends pas, tu fais direct ta pub. Est-ce que tu sais que est-ce que tu connais le lien entre Young Avengers et la superbe série Orange County ou Newport Beach en VO? Je suis en train de me dire, attends, de quelle série tu parles? Je ne reconnaissais pas avec ton accent. Non, et c'est le même créateur. Voilà, vous avez la. Ok. Les Young Avengers ont été créés par le monsieur qui a fait Newport Beach. Superbe série, si vous êtes geek, parce qu'il y a plein de références geek dans cette série. Moi, j'aime pas cette série. Après, faut aimer ce type de série. Le soap. Faut aimer le soap. Le soap opéra. Du teen drama bien lourd. Où il n'y avait pas de vampires, il n'y avait même pas de trucs comme ça. C'est ça, j'ai envie de dire que. Il y a une alcoolique. À l'époque, j'avais bien aimé Orange Country, mais au final, je pense qu'aujourd'hui, je préfère le soap un peu ridicule, un peu too much, qui devient fun en fait, plutôt que ceux qui se prennent au sérieux et qui essaient de faire un truc sérieux, parce que je trouve que ça va pas du tout avec le genre au final. Mais ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on va faire des émissions sur la saison 2 de Silo? On a fait sur la saison 1. Je pense que peut-être avec Sophie, on fera quelque chose. Il y a moyen de moyenner, ouais. Je pense que j'ai déjà très envie de regarder la saison 2. Donc... Oui, je vais regarder la 2 aussi. Et si vous êtes fan de séries, il faut que je mette From aussi. Dans 2 semaines, dans Comics Discovery, on va faire un point sur la saison 1 de The Penguin, ou Le Pingouin, pour les gens qui parlent francophone. Et si vous n'avez pas vu cette série, voyez-là, parce que vraiment, c'est bien. C'est génial. C'est génial. Mais déjà, il y a... Ah oui, non, mais... Déjà, il y a Colin Farrell qui est dans la meilleure, je le dirais jusqu'à ma mort, qui est dans la meilleure saison de True Detective, qui est la saison 2. Voilà. C'est un avis peu partagé par les gens, on précise. Mais par nous, en tout cas. Par les gens de bon goût. Les gens de bon goût. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a des références à David Lynch. Il y a Vince Vaughn. Et il y a Vince Vaughn qui est excellent dedans, et c'était son premier rôle sérieux. Tu peux te recentrer parce que j'ai envie de couper tout ça au montage. Tout ça coupé. Bon, en tout cas, dans 15 jours, on parle du Pingouin, et la série est géniale. Vraiment, la série est super. Enfin, si vous aimez les trucs autour de la mafia, vous allez kiffer. C'est super bien. Est-ce que je peux parler vite fait de la campagne pour Terreur Nordique? Donc, c'est un recueil de nouvelles où j'ai une de mes nouvelles qui est dedans, dont le concept, c'est dans le titre, Terreur Nordique. Donc, ça mélange de la mythologie nordique et du fantastique horrifique. Et voilà. Et du coup, en plus, chaque nouvelle est accompagnée d'un petit feuillet d'explication sur le mythe qui est exploré. Et demain soir, on va même faire un live Instagram où on va parler des Volva, c'est les sorcières du temps des Vikings, voilà. D'accord. Et je vais vous mettre je me permets de mettre le lien. Vas-y, mets le lien. Oui, vas-y, balance. Tu me le renverras, je le mettrai pour le replay. Et on va faire un petit raid pour faire plaisir à XP. Voilà. Si tu peux me donner le lien de la chaîne. Et moi, en attendant, je rappelle que. Ouais. Et je disais, en attendant, je sais plus ce que je dis. Oui, pendant que James il a fait sa pub pour Comics Discovery, sachez qu'on ne fait pas que ça. Donc, il y a Geek en série pour les séries télé. Il y a les livres de minuit pour tout ce qui est littérature et écriture. Et il y a aussi, on a supprimé les rushs pour le cinéma. Et là, j'ai mis en ligne ce soir l'émission que nous avons enregistrée avec Sophie sur Beetlejuice. On vous a fait en fait une analyse croisée des 2 films, donc Beetlejuice 1 et Beetlejuice. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Et puis vraiment, je remercie XP qui a fait le montage de l'épisode et qui nous a fait un truc super. Bravo XP, merci. Voilà. Cool. Merci. Il est fort. Et en parlant de montage, j'ai fini l'épisode. J'ai fini de monter l'épisode sur la fantasy. Sur la fantasy, donc il arrivera bientôt. Ok. Vous êtes une industrie, quoi. C'est clair que. Vous sortez un nombre de trucs incroyable, quoi. Je sais pas où on a le temps de faire tout ça, mais. Vous dormez. Est-ce que vous dormez? Oui. Vous étiez fatigué. Oui, on dort. Et encore, j'ai du montage à faire. Bon, je vais vous envoyer chez Dr Pierre. Je sais pas ce qu'il fait. Ok.
on finit le podcast, on a fini, merci de nous avoir écoutés. Est-ce que merci de nous avoir écoutés, il peut nous faire une ordonnance pour des somnifères? Attendez, avant de dire vos bêtises, laissez le monsieur Riley finir le podcast parce que c'est pour moi. Merci. Et oui, DJ Parangon dit j'espère que Léna continue de regarder Lost. On espère aussi, on ne sait pas. Bah oui. Mais elle ferait mieux de regarder Lost. C'est très bien Lost. Voilà. Elle l'avait déjà vu de toute façon. Ah bah parfait. Merci de nous avoir écoutés. C'était cool. J'adore parler de Lost avec vous. Donc à refaire très bientôt, c'est ça, Faye? Bah oui, on en parlera en off de poser des dates. Ah, mais d'accord. avec grand plaisir. Faites la pression, mais d'accord. En tout cas, c'est quand vous voulez. Merci de nous avoir écoutés. Merci James, merci Sophie, merci le chat. Et merci Faye. Et merci beaucoup Faye. J'ai oublié. Il a oublié Faye, donc Faye. Non, je n'ai pas oublié Faye, jamais. Comment tu veux que j'oublie Faye? C'est gentil. Merci Riley, c'était très. Merci Riley, c'était une belle présentation. Moi, tant mieux. Si ça vous a plu, c'est essentiel. On se retrouve très vite pour la suite de Lost. Et la prochaine fois, on parle de Boone et sa sœur Shannon. Donc et cool. C'est James qui va présenter. Je devais faire celui-là et je suis content de ne pas l'avoir fait. Parce que, ah ouais, mais t'as pas voulu. Je suis là pour ça, t'inquiète. On avait sauté ton tour, je crois. Bon. Et merci, et à plus. Salut. À la prochaine. Salut, à la prochaine. Alors, je vous envoie chez Docteur. Hop. Comment ça marche? Cool, ouais. Bon, il y avait moins de choses à dire sur cet épisode clairement que sur les autres, ceux d'avant. Mais... Hop, just chatting. Alors, il essaye de faire le. Je lance. Le machin. Hop. Ça part en raid. Gros bisous dans le chat. Je sais pas si ça marche. Ah, il y a plein de gens sur le chat. Je crois que ça marche pas encore. Ah, ça y est, c'est parti. Hop là. C'est parti. C'est parti, je peux couper. Oui, voilà. L'aventure intérieure de Joe Dante. Bon film. Oh, très bon film. Allez, bye. Salut. Bye.